Bonjour. Écrivez en commentaire d'où vous venez. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bonne écoute. Pardonne-moi. J'ai un enfant avec une autre femme. Il doit se faire opérer d'urgence, j'ai tout payé. Il ne nous reste plus un sou, avoua le mari d'Elisabeth. Elisabeth hocha la tête sans un mot, prit les clés de la voiture et sortit. Quand son mari reçut un message sur son téléphone, il devint livide. Il était loin d'imaginer où elle allait. Mais ça, c'est ce qui arrivera un peu plus tard. Tout avait commencé un mardi comme les autres, dans leur salon parfaitement rangé, baigné de lumière du soir, au 23e étage. Elisabeth était assise sur le canapé blanc en cuir, celui qu'ils avaient choisi ensemble après des mois à feuilleter des catalogues italiens. Elle tenait une tasse de tisane à la camomille, refroidie. Derrière les baies vitrées, Milan s'allumait peu à peu. L'air sentait un parfum discret et raffiné, un mélange de fragrances, de désodorisants et de lys frais que le livreur apportait 2 fois par semaine. Tout était à sa place. Calme. Parfait. C'est dans ce silence que Marco fit irruption. Il n'était pas entré, il avait presque trébuché en arrivant au milieu du salon, hésitant à avancer. Il portait son pull en cachemire, mais avait l'air d'avoir couru un marathon. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle et moite. Les mains jointes derrière le dos, Elisabeth vit ses doigts trembler. Il ne parla pas tout de suite. Il la regardait, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De la peur. Une supplique. Et une culpabilité presque enfantine. Il lécha ses lèvres sèches. « Elisabeth, il faut que je te dise quelque chose. C'est très grave. » Elle posa calmement sa tasse sur la table en verre. Le bruit résonna fort. Elle attendait. En 10 ans de mariage, elle avait appris à attendre. Marco était un homme d'élan, d'émotions brusques, suivi d'excuses confuses. Elle pensa d'abord à une autre de ses embrouilles financières ou à une dispute avec sa mère Isabella, comme souvent. Mais ce qu'il dit ensuite dépassait tout. Il parlait vite, s'embrouillait, passait la main dans ses cheveux. Il parla d'une femme. Une autre femme. C'était il y a presque 6 ans, pendant un déplacement. Une erreur. Un moment d'égarement. J'étais saoule. Ça ne voulait rien dire. Je te jure. Il disait des phrases qu'Elisabeth avait entendues 1000 fois dans des films. Mais ce n'était pas un film. C'était leur salon. Et puis il lâcha la vérité. J'ai un fils. Il a 5 ans. Elisabeth ne bougea pas. Son corps s'était figé. Elle le regardait, lui, sa silhouette agitée sur fond de ville illuminée. Il fuyait son regard, fixait les murs, le plafond, le tapis. Je ne savais pas comment te le dire. Moi-même, je viens de l'apprendre. Elle ne voulait pas détruire notre famille. Et puis il s'est passé quelque chose de grave. Il s'interrompit, reprit son souffle. Le petit a une malformation cardiaque. Rare, compliquée. Il fallait l'opérer d'urgence. En Allemagne. Les médecins ont dit que chaque jour comptait. Tu comprends ? C'était une question de vie ou de mort. Il osa enfin croiser son regard. Des larmes pleines coulaient sur ses joues. Il attendait sa réaction. Qu'elle hurle, qu'elle explose, qu'elle le traite de monstre. Il était prêt à tout, sauf à son silence. Elisabeth ne disait rien. Dans sa tête, plus rien. Comme si quelqu'un avait coupé le son. Elle voyait ses lèvres bouger, ses larmes, mais les mots n'arrivaient qu'à travers une vitre épaisse. Un fils. Une opération. L'Allemagne. La clinique a envoyé la facture. Une somme énorme. Je n'avais pas cet argent, Elisabeth. Elle non plus. Et on n'avait pas le temps. Il fit un pas vers elle, tendit la main, puis la retira. J'ai payé. J'ai tout payé. Avec l'argent qu'on a reçu après la vente de la maison de ton père. Jusqu'au dernier centime. Toutes nos économies. Je sais, c'était ton héritage. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est un enfant. Mon enfant. Pardonne-moi, Elisabeth. Si tu peux. Il s'effondra dans le fauteuil en face, se couvrit le visage, éclata en sanglots. Des sanglots bruyants, incontrôlables. Il venait de tout dire. Toute la vérité. Dure, brutale, mais vraie. Et maintenant, il attendait la sentence. Il s'attendait à la colère, aux cris, aux assiettes cassées. À être chassé de la maison. Il était prêt à ça. Ce serait logique. Prévisible. Mais Elisabeth restait immobile. Dans sa tête, les images se mettaient lentement en place. Son père, affaibli, lui demandant de tout vendre après sa mort. Ne t'accroche pas à ça, ma fille. Commence une nouvelle vie. C'est ta sécurité. Elle, chez le notaire, signant les papiers.
puis l'argent arrivant sur leur compte commun. Tout son passé. L'héritage familial transformé en chiffres sur un écran. Elle leva les yeux vers son mari. Il pleurait moins fort, la fixait avec un mélange d'espoir et de panique. Il ne comprenait pas son visage calme, presque vide. Ça le terrifiait plus qu'un cri. Élisabeth se leva lentement, avec grâce. Elle lissa sa blouse en soie. Avança vers l'entrée. Chaque mouvement était fluide, maîtrisé, comme une danse. Marco bondit. « Élisabeth, où tu vas ? Dis quelque chose. Crie-moi dessus. Frappe-moi. Mais ne reste pas silencieuse. » Elle ne répondit pas. S'approcha du petit vide-poche en onyx où il laissait les clés. Ses doigts saisirent celles de sa voiture. Elle tourna la tête vers lui. Dans ses yeux, aucune colère. Aucun chagrin. Aucun reproche. Juste du vide. Un vide glacial, coupant. Elle hocha la tête. Une fois. Sec, rapide. Comme pour dire qu'elle avait entendu. Puis elle sortit. La porte se verrouilla. Marco resta seul, dans leur salon parfait, qui lui semblait soudain froid et étranger. Il resta figé un instant, tendant l'oreille. Il entendit le tintement de l'ascenseur, puis plus rien. Elle était partie. Juste partie. D'abord, il fut pris de confusion. Qu'est-ce que c'était ? Un choc ? Elle était en état de sidération ? Où est-ce qu'elle était partie ? Chez sa mère ? Chez sa copine Claire ? Sans doute. Oui, sûrement. Elle avait besoin de pleurer, de reprendre ses esprits. Puis elle reviendrait. Et là, l'enfer commencerait. Discussion. Avocat. Divorce. Mais ensuite, il fut submergé par un soulagement immense, presque enivrant. Le pire était passé. Il avait parlé. Il s'était confessé. Il s'était libéré de ce poids. Oui, l'argent avait disparu. Mais il avait sauvé la vie de son fils. Quelle femme ne pourrait pas comprendre ça ? Il se sentait presque comme un héros, un martyr qui avait porté le fardeau. Il s'approcha du bar, attrapa la bouteille de whisky écossais de luxe, celui qu'Élisabeth lui avait offert pour leur anniversaire. Il se versa un grand verre, ajouta 2 glaçons. Le tintement de la glace fut presque apaisant. Marco prit une grande gorgée. Le liquide brûlant descendit dans sa gorge, lui apportant une chaleur rassurante. Il s'installa dans son fauteuil, étira les jambes. Silence. Calme. Il avait géré. Il terminait son verre quand son téléphone vibra sur la table. Numéro inconnu. Il glissa mollement le doigt sur l'écran. « Oui, j'écoute. »« Marco ? Bonsoir. C'est Stéphane, de la banque. Désolé de vous déranger à cette heure. » Il reconnut tout de suite la voix. C'était son conseiller. Mais pas de la banque commune. De l'autre. Celle où il avait son compte personnel, secret. Son petit coffre-fort à lui, son argent à part. Une somme modeste, mais confortable. Personne n'en savait rien. Même pas sa mère. Encore moins Élisabeth. « Oui, Stéphane. C'est urgent ?» demanda Marco en reprenant une gorgée. « Oui. Plutôt. Il y a eu une opération sur votre compte personnel aujourd'hui. » Marco se figea, le verre en l'air. « Comment ça, une opération ? Je n'ai rien autorisé. » « Je comprends. Mais nous avons reçu des documents par coursier. Tout est certifié par notaire. Une procuration complète. Tous les fonds ont été retirés. » Le verre manqua de lui échapper. « Tous les fonds ? Comment ça ? Sur quelle base ? » « Une procuration pour gestion et retrait total des fonds. Signée par vous, Marco. Il y a 3 ans. » Marco sentit le froid l'envahir. 3 ans plus tôt, il revoyait vaguement un dîner avec sa mère. Il fêtait une petite vente. Beaucoup de champagne. Elle lui avait tendu une pile de papiers à signer, elle avait parlé de formalités, d'optimisation. Il avait signé sans lire. Il avait complètement oublié cette histoire. Convaincu que ces documents n'avaient jamais servi. « Qui a présenté cette procuration ?» chuchota Théil, glacé. Un court silence. Stéphane vérifiait. Un coursier mandaté officiellement. La demande était au nom de votre épouse. Élisabeth Rossini. Le verre tomba sur le tapis, lourdement. Le whisky forma une tache sombre sur le blanc immaculé. Marco fixait cette tache sans vraiment la voir. Une seule pensée tournait dans sa tête, limpide et brutale. Elle n'était pas juste partie. Elle n'était pas allée pleurer chez une amie. Pendant qu'il parlait, les larmes aux yeux, elle avait tout prévu. Pendant qu'il se confessait, elle vidait son compte secret.
Elle n'avait pas seulement claqué la porte. Elle lui avait retiré sa dernière carte. Elle l'avait laissée à nu. Et à cet instant, Marco comprit, ce n'était pas la fin. C'était le début. Et il n'y aurait pas de tempête. Ce serait une guerre. Silencieuse. Froide. Impitoyable. Marco resta là, assis sur le sol, là où il était tombé quand la vérité s'était abattue sur lui. Le verre vide à côté. La tache s'élargissait, comme un bleu sur une peau meurtrie. Dans ses oreilles résonnait encore la voix calme et professionnelle de Stéphane. Une procuration au nom de votre épouse. Elisabeth Rossini. Pendant ce temps, Elisabeth conduisait. Son 4x4 noir avalait la route, phares allumés. Les lumières de Milan étaient déjà loin, réduites à une lueur dorée dans son rétroviseur. Elle ne regardait pas derrière. Son regard était fixé sur les lignes blanches qui défilaient sous les roues. Dans l'habitacle, pas un bruit. Ni musique, ni radio. Juste le ronronnement du moteur, le frottement des pneus. Ce silence, elle en avait besoin. Il était son allié. Ses mains tenaient le volant avec calme. Pas de tremblement. Sa respiration était posée. En elle, plus de tempête. Elle avait éclaté le jour où son père était mort, la laissant seule dans ce monde, avec cet homme, cette famille qu'elle avait rejointe. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas une émotion. C'était un état. Une rage froide, précise. Transformée en énergie. En stratégie. Chaque geste était contrôlé. Chaque pensée, aiguisée comme une lame. Elle ne fuyait pas. Elle avait une destination. Elle retournait au point de départ. Au vieux chalet de son père, près de Bergame. Ce lieu que Marco détestait. Il l'appelait cabane, ruine, perte de temps. Il n'avait jamais compris pourquoi elle refusait de vendre ce terrain avec sa maison décrépite. Pour lui, seuls comptaient les baies vitrées de leur pentouse et les chiffres du compte en banque. Pour Elisabeth, cette maison de campagne était une forteresse. Le dernier bastion où vivait encore l'esprit de sa vraie famille. Et ce soir, cette forteresse allait devenir son quartier général. Pendant ce temps, au 23e étage, Marco passa de la stupeur à la panique. Il se leva d'un bond, trébuchant sur le verre. Peu importe le tapis. Il saisit son téléphone, appela Elisabeth. Une fois, 2 fois, rien. Boîte vocale. Il jeta le téléphone sur le canapé, leur canapé. Quoi d'autre? Que avait-elle encore prévu? Cette pensée tournait en boucle. La procuration, elle l'avait utilisée avec une précision glaciale. Donc ce n'était pas un coup de colère. C'était un plan. Il se précipita vers la porte. Il devait retourner chez eux. Chez lui, pensait-il maintenant. Il devait voir. Évaluer les dégâts. Pas de veste. Pas de papier. Il se jeta dans l'ascenseur, tambourinant contre les murs. En bas, dans le parking. Sa BMW l'attendait. Il démarra en trombe. Les pneus hurlèrent dans le béton. Le trajet lui sembla interminable. Il roulait comme un fou, grillant les feux, doublant sans freiner. Chaque feu rouge était une humiliation. Sa tête bouillonnait. Elle avait pris son argent. Son argent à lui. Et les autres comptes? Les comptes communs? Elle pouvait les bloquer? Lancer une procédure de divorce? Faire geler les comptes? Mais il les avait déjà dépensés, non? Une pensée brutale le traversa. Est-ce que ce fils existait vraiment? Est-ce qu'il y avait vraiment eu une opération? Non. C'est pas possible. C'est lui qui avait fait les virements. C'est lui. Il entra en trombe dans la cour de leur résidence de luxe, gara la voiture n'importe comment sur une place visiteur et fonça vers l'entrée. La concierge, une dame âgée en uniforme strict, le regarda avec étonnement. « Monsieur Rossini, vous n'étiez pas censé être parti ?»« Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» Il s'arrêta net. « Eh bien, ce matin, des gens sont venus pour déménager vos affaires. Meubles, tableaux, je pensais que vous déménagiez. Des types très polis, en uniforme. Ils ont dit que c'était sur ordre de Madame Rossini. » Les jambes de Marco flanchèrent. Il marmonna quelque chose d'incompréhensible et courut vers l'ascenseur. Pendant que la cabine montait lentement jusqu'au 23e étage, une sueur glacée lui coulait dans le dos. Un déménagement. Ce matin. Ça voulait dire qu'elle avait tout préparé avant même sa confession. Elle attendait. Attendant qu'il vienne lui-même poser sa tête sur le billot. La porte de l'appartement était fermée. Il chercha ses clés avec des mains tremblantes, les inséra difficilement dans la serrure. Enfin, un déclic. Il entra et resta figé. L'appartement était vide. Ce mot ne suffisait pas. Il était vidé,
dépouillés. Un silence dense et glaçant remplissait l'espace où, quelques heures plus tôt, se trouvait leur vie. Ses pas résonnaient sur le parquet. Il entra dans le salon. Le canapé blanc en cuir, disparu. Le tapis persan offert par le père d'Élisabeth, disparu. La table en verre, la commode ancienne, les 2 fauteuils Louis XVI qu'elle avait dénichés, tout avait disparu. Seule restait sa grande télé écran plat et ce fauteuil de massage hideux qu'il avait acheté contre son avis. Il paraissait triste et ridicule au milieu de cette pièce vide. Comme un somnambule, Marco alla vers la cuisine. Plus de machine à café italienne, plus de vaisselle, même les couteaux japonais avaient disparu. Ne restaient que les appareils standards encastrés et sa collection de chopes de bière. Dans la chambre, coup de massue. Le lit immense, ou du moins le matelas hors de prix. Parti. Il ne restait que le cadre. Sa moitié de dressing, vide. Plus de robes, plus de chaussures, plus de sacs. Même sa coiffeuse et ses flacons avaient disparu. Seuls ses vêtements à lui pendaient, pathétiques, de leur côté. Ce n'était pas une fuite. C'était une opération chirurgicale. Elle n'avait pas juste quitté les lieux, elle avait pris tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui avait été acheté avec son argent ou celui de sa famille. Elle avait séparé le sien du sien. Parfaitement. Et ne lui avait laissé que du vide. Marco tournait en rond comme un animal en cage. Il ouvrait les tiroirs, les placards, cherchant quelque chose. Un mot. Un message. Une explication à cette scène glacée. Mais il n'y avait rien. Pas un mot. Pas même un mouchoir oublié. Juste un silence clinique. De retour dans le salon, le désespoir laissa place à une colère impuissante. Et c'est alors qu'il le vit. Posé au milieu du sol, à l'endroit où se trouvait la table basse, un objet. Un seul. Abandonné au milieu du vide. Il s'approcha lentement. C'était une photo dans un cadre en bois simple. Sur l'image fanée, une jeune Élisabeth riait, juchée sur les épaules de son père. Il avait l'air fort, confiant, plein de vie. Tous deux regardaient l'objectif avec un bonheur éclatant. Marco en eut le souffle coupé. C'était un morceau d'un monde auquel il n'avait jamais eu accès. Un monde qu'il avait tenté de détruire. Elle avait laissé ça exprès. Comme une pierre tombale posée sur leur mariage. Un reproche silencieux. Avec haine et une étrange curiosité, il prit le cadre. Il était léger, presque irréel. Il voulut le jeter contre un mur, le briser. Mais quelque chose l'en empêcha. Il retourna le cadre. Son cœur manqua un battement. Collé au dos, une petite feuille de papier, pliée soigneusement. Jaunie, ancienne. De ses doigts tremblants, il retira le scotch et la déplia. Il n'y avait que quelques mots, écrits d'une main inclinée mais assurée. Il avait déjà vu cette écriture, sur de vieux papiers et des cartes d'anniversaire. C'était celle de son beau-père. J'ai toujours su. Vérifie sous les lames du plancher dans la maison de campagne. Marco resta debout au milieu de l'appartement vidé. La note brûlait presque entre ses doigts. J'ai toujours su. Ces mots, venus d'un mort, résonnaient plus fort qu'un cri. Su. Il savait quoi? À propos de lui? De ses faiblesses? De sa mère? La note était pour Élisabeth, mais maintenant elle était entre ses mains. Comme s'il avait ouvert une lettre qui ne lui était pas destinée. Vérifie sous les lames. Ce maudit endroit. Un frisson glacial lui remonta la colonne. Il comprit alors ce qu'Élisabeth avait dû ressentir en lisant ces mots. Ce n'était pas juste un message. C'était un testament. La volonté de son père. Et elle était en train de l'exécuter. Elle était là-bas. Maintenant. En pleine nuit. Il ne pensa plus. Il réagit. Redescendit à la voiture. Encore des pneus qui crient. Il fonça sur l'autoroute qui menait hors de la ville. Le GPS lui traça le chemin vers ce village dont il évitait même de dire le nom. Chaque kilomètre était une torture. L'asphalte cédait la place à une route abîmée. La ville avait disparu. Sa BMW, si élégante près des clubs huppés, semblait hors d'endroit ici, dans ce royaume sombre et silencieux. Les phares éclairaient des clôtures tordues, des arbres noirs, des noms de hameaux qu'il n'avait jamais entendus. Il avait toujours détesté cette maison. Vieux chalet en bois, odeur d'humidité et de souris. Terrain envahi d'orties. Toilettes dehors. Pour lui, homme de costume et de déjeuner d'affaires, c'était l'image même de la misère. Des dizaines de fois, il avait supplié Élisabeth de le vendre. Elle refusait. Doucement, mais fermement. C'est un souvenir, Marco. Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas juste un souvenir. C'était une arme.
Il tourna sur le dernier chemin de terre. Et là, au détour d'un virage, il vit une lueur orange. Du feu. Son cœur s'accéléra. Il coupa le moteur en arrivant. Le vieux portail rouillé était entr'ouvert. Il sortit. L'air était froid, piquant. Ça sentait la fumée et la terre humide. Il passa le portail. Elisabeth était là, dos à lui, devant un grand tonneau rouillé d'où montaient les flammes. Elle portait un jean simple, une veste sombre. Calme. Concentrée. Dans ses mains, une pile de vieilles photos qu'elle jetait une à une dans le feu. Le papier brillant s'enflammait, révélait des visages joyeux, puis devenait cendre noire. Il s'approcha. Une branche craqua sous son pied. Elle se retourna. Pas surprise. Pas effrayée. Comme si elle l'attendait. Son visage, éclairé par les flammes, était pâle et parfaitement calme. « Elisabeth, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était rauque, incertaine. Elle jeta la dernière photo au feu. « J'efface le passé, Marco, » dit-elle d'une voix plate, vidée d'émotion. « Je brûle tout ce qui n'a plus aucune valeur. » Elle fit un signe de tête vers une grande boîte en carton posée à ses pieds. Dedans, il y avait de vieilles lettres, des carnets d'école, des albums photos à la couverture épaisse. Toute son enfance, toute son adolescence, prête à partir en fumée. « Pourquoi ?» murmura-t-il. Elle haussa les épaules, dans un geste chargé d'une lassitude immense. Marco sentit un poids se détacher de sa poitrine. « À quoi bon ?» Elle désigna le terrain envahi par les herbes, la maison penchée. « Tu avais raison. Tout ça, c'est des vieilleries. Juste des objets, des souvenirs. Et les souvenirs font mal, maintenant. Je vais vendre. Pourquoi garder tout ça ?» Elle l'avait dit d'un ton si simple, si calme, qu'il y avait cru. Soudain, tout prit sens dans la tête de Marco. Son silence dans l'appartement. Son départ. Les pièces vides. Et maintenant ça, ce n'était pas un plan de vengeance. C'était une rupture. Une vraie. Profonde. Silencieuse. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle tournait le dos à toute sa vie. Elle brûlait tout, jusqu'à la dernière cendre. La note de son père avait été la goutte de trop. Elle était venue ici pour exaucer sa volonté. Et en se retrouvant face à son passé, elle avait craqué. Un immense soulagement envahit Marco. Il fut à deux doigts de rire. Il avait eu peur d'une femme froide et calculatrice. Mais devant lui, ce n'était qu'une femme brisée, perdue, détruisant le peu qui lui restait. Elle n'était plus une menace. Elle était juste malheureuse. « Je vais te laisser, » dit-il, en essayant de mettre de la compassion dans sa voix. « Tu as sûrement besoin d'être seule. » Elle ne répondit rien. Elle se tourna à nouveau vers le feu. Il retourna à sa voiture, convaincu d'avoir repris le contrôle. Il repartait, persuadé d'avoir laissé derrière lui une femme sans argent, sans avenir, et maintenant sans passé. Une coquille vide. L'argent ? Il allait s'en occuper. Il parlerait à sa mère. Ils arrangeraient tout. Quant à Elisabeth, elle mettrait du temps à se relever, à panser ses plaies, seule. Il ressentit même un pincement de pitié. Il monta dans sa voiture, démarra le moteur, fit demi-tour et reprit la route vers sa vie propre et bien rangée. Il ne regarda pas dans le rétroviseur. S'il l'avait fait, il aurait vu. À l'instant même où le bruit du moteur s'éloigna, Elisabeth se redressa. L'épuisement, la torpeur, tombèrent d'elle comme un masque. Ses gestes devinrent nets, rapides, décidés. Elle attrapa un seau d'eau qu'elle avait rempli plus tôt dans la journée, et d'un seul geste, le vida dans la barrique. Le feu siffla, un nuage de vapeur s'éleva, puis plus rien. Le spectacle était terminé. La vraie boîte, celle qui contenait les documents précieux, était toujours là, cachée derrière le tas de bois. Ce qu'elle avait jeté dans le feu, c'était du vent. Elle ne perdit pas une seconde. Laissant derrière elle la barrique fumante, elle se dirigea d'un pas ferme vers la maison. Elle poussa la vieille porte grinçante et entra. L'air était chargé de poussière et d'odeur de bois ancien. Elle traversa la petite cuisine et entra dans le sanctuaire de son père, son bureau. Tout était resté comme il l'avait laissé. Le grand bureau en chêne. Les étagères remplies de livres techniques et de classiques. Le vieux fauteuil en cuir, usé aux endroits où il s'asseyait toujours. Elle caressa le dossier du fauteuil. Ici, elle se sentait en sécurité. Pas besoin d'allumer. Elle sortit son téléphone, alluma la lampe. Le faisceau s'arrêta sur le bureau. La note disait « Vérifie les lames du plancher ». Elle ne fouilla pas tout. Elle savait. Elle se souvenait que son père s'asseyait toujours dans la même position, le pied droit posé toujours au même endroit.
Il tapotait souvent le sol du talon en réfléchissant. Elle se mit à genoux. Le faisceau glissa sur les planches. Là, une lame, sous le bureau, un peu plus foncée, plus usée. Elle attrapa un pied de biche qu'elle avait préparé à l'avance dans le cabanon. Elle inséra l'outil dans la fente. Pesa de tout son poids. Le bois grinça, se plaignit. Un craquement. L'outil s'enfonça. Encore un effort. Avec un claque sec, les clous cédèrent et la lame se souleva. Elisabeth posa l'outil, glissa ses doigts sous la planche. Le faisceau éclaira du métal gris et terne. Ce n'était pas juste une cachette. C'était un petit coffre-fort intégré dans le plancher. Une serrure ancienne brillait à la lumière. Elle se pencha vers le tiroir du bureau. Elle vida son contenu, stylo, trombone, carnet. Elle passa la main au fond. Rien. Alors elle glissa les doigts encore plus loin, sous la surface. Ses ongles rencontrèrent une bande de scotch. Elle la décolla. Dessous, un minuscule clé solitaire. Ses mains ne tremblaient pas. Elle inséra la clé. Elle tourna. Un déclic sec. Elle tira la poignée. Le coffre s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, tout était parfaitement rangé. Son véritable héritage. En haut, plusieurs gros classeurs de comptabilité, reliés de cuir. Elle en ouvrit un. Des colonnes nettes de chiffres, de dates, de noms. Les entreprises. Les montants. L'écriture de son père, impeccable. Il avait tout noté. Pendant des années. Chaque opération faite par Marco et sa mère Isabella. À côté, un petit carnet épais, relié en cuir. Une liste d'adresses. Des noms. Des numéros. Et tout au fond, un objet unique. Une lourde clé en bronze, de forme complexe, avec un numéro gravé. Une clé de coffre bancaire. Elisabeth referma le coffre. Elle resta assise sur le sol, dans le noir et la poussière du bureau de son père. Dans ses mains, elle tenait une arme. Elle n'avait pas trouvé de l'argent. Elle avait trouvé bien mieux. Elle avait trouvé la vérité. Et un plan de vengeance. Elisabeth ne s'attarda pas dans le bureau poussiéreux. Le temps était compté. Elle replaça soigneusement la lame du plancher, posa un petit tapis par-dessus pour dissimuler les éraflures. Les registres, le trousseau de la consigne et le carnet d'adresses en cuir furent rangés dans un sac en toile discret qu'elle gardait toujours dans sa voiture. Elle agissait sans précipitation, mais sans perdre une seconde. Chaque geste faisait partie d'un plan déjà en marche. Elle ne retourna pas à Milan. C'était trop évident. Elle prit plutôt la direction d'une petite ville tranquille, un de ces coins oubliés que Marco ne connaissait même pas. Une ville où les gens utilisaient encore des cabines téléphoniques et où les caméras de surveillance n'étaient pas à chaque coin de rue. Elle gara la voiture dans une ruelle paisible, puis marcha quelques pâtés de maison. Le froid nocturne la gardait alerte. Elle trouva ce qu'elle cherchait, une vieille cabine téléphonique, sale et délavée, devant un bureau de poste. Le combiné était glacé. Il y avait là quelque chose de juste. Quelque chose qui appartenait encore au monde de son père. Un monde où les choses sérieuses se faisaient par rendez-vous, à l'ancienne, et pas via messagerie instantanée. Elle sortit le carnet en cuir de son sac. Elle l'avait déjà feuilleté à la lumière de la lampe de la voiture. Il n'était pas rangé par ordre alphabétique, mais selon une logique qui n'appartenait qu'à son père. Une page portait une discrète marque au crayon. La section M. Et là, un seul numéro. Pas de nom, mais une annotation, actrice théâtre. Et une adresse. Dans cette ville où elle se trouvait. Son père ne se contentait pas de recueillir des infos. Il la guidait. Elisabeth composa le numéro. Son cœur battait lentement, comme un métronome. Elle avait préparé chaque mot. Elle n'était ni victime ni vengeresse. Elle était une auditrice. Froide, rigoureuse, implacable. Après plusieurs sonneries, une voix de femme, endormie et inquiète, décrocha. « Allô ? Bonsoir. Je voudrais parler à Marina », dit Elisabeth d'un ton calme, ferme, qui ne laissait pas place à la discussion. « C'est moi. C'est qui ? Vous savez l'heure qu'il est ? Je suis Elisabeth Rossini. Je représente le service de contrôle financier de la famille Belmont, déclara Elisabeth, en insistant sur son nom de jeune fille et en ajoutant « Belmont » pour asseoir son autorité. Nous effectuons un audit exceptionnel sur plusieurs transactions importantes. Votre numéro apparaît dans les pièces jointes d'un des paiements. Silence au bout du fil. Elisabeth n'entendait que la respiration agitée de Marina. Elle avait visé juste. Quelle transaction ? Je ne comprends pas, bredouilla Marina. Il s'agit d'un virement important à votre nom. Elisabeth évita de donner le montant.
Elle lui laissait une chance de mentir. Le paiement concerne des frais médicaux urgents. Nous devons juste vérifier les documents. J'ai besoin d'une confirmation que les fonds ont bien été reçus et utilisés comme prévu. Procédure classique. Oui, c'est ça, répondit Marina un peu trop vite. L'argent a été reçu. L'opération a eu lieu. Elle s'est bien passée. Sa voix trahissait une envie pressante de mettre fin à l'appel. Elle récitait une version apprise par cœur. Parfait. La voix d'Elisabeth se fit plus sèche, plus officielle. Dans ce cas, j'aurai besoin du numéro de compte, des factures de la clinique allemande et du rapport médical final pour archivage. Vous pouvez me dicter les références ? Nouveau silence. Elisabeth imagina Marina en train de paniquer, inventer une excuse. Je ne peux pas. Les documents ne sont pas avec moi. Ils sont chez la mère de l'enfant. Un mensonge. Faible. Mal ficelé. Elisabeth sentit la première fissure. Étrange, dit-elle d'un ton glacial. D'après nos données, c'est vous qui avez reçu les fonds et géré les paiements. Marco l'a exigé. Il disait qu'il vous faisait totalement confiance. Elle cita Marco exprès, pour voir la réaction. Et elle vint. Marco ? Oui, bien sûr. Il a tout dit comme il faut. C'est juste que... Les papiers. Je les ai transmis. Vous comprenez, c'est stressant tout ça. Marina commençait à perdre pied. Elle n'était pas préparée à ça. Elle avait été entraînée pour jouer une mère désespérée, pas pour faire face à un contrôle financier. Elisabeth frappa fort. Elle cita la somme exacte que Marco lui avait annoncée dans leur salon. Celle qui représentait tout son héritage. Marina, ne perdons pas de temps, dit-elle d'une voix glacée. Il s'agit d'un transfert d'un montant de... Elle annonça la somme. Jusqu'au dernier centime. Cette somme a été virée depuis le compte d'Elisabeth Rossini. Je veux savoir sur quelle base vous avez reçu cet argent et où sont les justificatifs. Si je ne reçois rien dans les 10 minutes, je classerai cette transaction comme détournement de fonds et transférerai le dossier à la sécurité. C'était le moment critique. Elle avait dit son nom. La somme. Et au bout du fil, Marina comprenait, ce n'était pas Marco qui appelait. C'était sa femme. Un sanglot résonna. Fort, désespéré. Je savais pas que c'était son argent. Il m'a dit. C'était ses économies personnelles. Qui ça, il ? Demanda Elisabeth, appuyant. Marco. Il a dit que c'était juste une histoire de famille. Elisabeth se tut, laissant Marina se débattre. Écoutez, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. La voix de Marina monta, plus agressive. Elle ne se justifiait plus, elle accusait. J'ai joué mon rôle, d'accord ? Il n'y a pas de gamin. C'était du théâtre. Elisabeth ferma les yeux. Elle le savait. Elle l'avait senti dès la confession de Marco. Mais l'entendre de la bouche de l'actrice, c'était autre chose. C'était une preuve. Froide, sale, irréfutable. Je comprends, dit-elle posément, même si elle sentait le froid s'installer en elle. Mais c'est vous qui avez touché l'argent. La responsabilité vous incombe. Et là, Marina commit l'erreur de trop. Dans une tentative désespérée de se protéger, elle dévoila tout. Quelle responsabilité ? J'ai fait ma part. Hurla-t-elle, pleine de rage. On m'a même pas tout payé. C'est Isabella qui doit m'envoyer le dernier virement. C'est elle qui a écrit le script. C'était son scénario. Elisabeth resta figée, le combiné glacé contre l'oreille. Isabella. Ce n'était pas Marco. Pas sa faiblesse, pas sa naïveté. C'était sa mère. C'était elle qui avait écrit l'histoire. Elle qui avait engagé l'actrice. Elle qui tirait les ficelles. Marco n'était qu'un pantin. Un exécutant docile. Tout à coup, tout s'éclaira dans l'esprit d'Elisabeth. L'animosité constante d'Isabella, sa politesse glaciale, son besoin de tout contrôler, son mépris pour Elisabeth et ses origines modestes. Ce n'était que la préparation. Et l'héritage de son père avait été le déclencheur. Elisabeth raccrocha sans un mot. Elle resta appuyée contre la vitre sale de la cabine téléphonique. Elle connaissait enfin son véritable ennemi. Ce n'était pas son mari faible et perdu. C'était sa mère. Une adversaire redoutable, intelligente, forte et impitoyable. Et la partie venait de passer à un tout autre niveau. Les mots de Marina résonnaient encore dans sa tête pendant le trajet de retour vers Milan. Le scénario venait d'Isabella. Cette phrase changeait tout. Il ne s'agissait plus d'un drame conjugal, mais d'un complot soigneusement orchestré. Et s'il y avait une actrice,
il pouvait y avoir d'autres complices. Des gens en qui elle avait confiance. Cette idée était froide et collante, comme un vêtement mouillé en plein hiver. Dès son retour à la ville, aux premières lueurs de l'aube, Elisabeth appela Samuel Harper. L'avocat de son père. Un homme élégant aux cheveux blancs, toujours impeccable, dans les 70 ans. Le seul au monde en qui elle pouvait encore avoir foi. Elle ne perdit pas de temps au téléphone. « Samuel, bonjour. J'ai besoin de votre aide. Ça concerne le testament de mon père. Et Marco. » Sa voix ne trahit ni surprise ni question inutile. « J'attendais ton appel, Elisabeth. » « Où et quand ?» Ils se retrouvèrent 1 heure plus tard dans son bureau classique, un peu vieillot, en plein centre. L'odeur du bon café se mêlait à celle des vieux livres. Elisabeth lui raconta tout, l'aveu de Marco, l'appartement vidé, la note de son père, le coffre sous le plancher. Elle posa sur le bureau les registres comptables, la clé, le carnet d'adresses. Puis, elle parla de l'appel à l'actrice. Samuel l'écoutait en silence, les mains croisées. Son visage restait impassible, comme celui d'un joueur de poker. Ce n'est que lorsqu'Elisabeth prononça le nom d'Isabella que ses lèvres se crispèrent légèrement. Il hocha lentement la tête, comme si ses soupçons de longue date venaient d'être confirmés. « Ton père était un homme avisé, » dit-il enfin d'une voix basse. Il disait toujours que les Rossini sont des prédateurs déguisés en aristocrates. Surtout elle. Il prit le carnet en cuir. Il faut maintenant savoir qui d'autre est impliqué. Dans ce genre de manœuvre, il y a toujours des maillons faibles. Des informateurs. Et là, un nom remonta du fond de la mémoire d'Elisabeth. Un nom qui lui laissa un goût amer. Claire. Sa meilleure amie. Celle qui la connaissait depuis la fac. Celle à qui elle se confiait après chaque dispute avec Marco. Claire, qui hochait la tête avec compassion et disait « Comment tu fais pour supporter tout ça ? T'as la patience d'un ange. » Le doute était laid, fragile, fondé sur rien d'autre que son instinct. Sur de petits détails, l'intérêt trop appuyé de Claire pour leurs finances, sa jalousie à peine dissimulée pour les voyages et les achats d'Elisabeth. Des phrases glissées en passant, qu'Elisabeth entendait ensuite répéter dans la bouche d'Isabella. Jusqu'ici, elle avait mis ça sur le compte d'un bavardage entre copines. Mais maintenant, il y a une personne, dit Elisabeth à Samuel. Je dois en avoir le cœur net. Mais j'ai besoin de votre aide pour que tout soit propre. Le plan naquit dans son esprit en 1 seconde. Simple. Basique, même. Mais efficace. Un piège. Et l'appât, ce serait elle. 2 heures plus tard, Elisabeth était assise dans un petit café discret en périphérie de la ville. Elle appela Claire, la voix brisée par des sanglots, et lui demanda de venir immédiatement. Elle allait jouer son rôle le plus important, celui de la femme détruite. Claire arriva en 20 minutes. Essoufflée, inquiète, le visage marqué d'une angoisse qui semblait sincère. « Elisabeth. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je t'ai appelé toute la nuit, ton téléphone était éteint. Marco m'a appelé aussi, il est paniqué, il dit que tu es partie comme ça. » Elle s'assit en face d'elle et prit ses mains dans les siennes. Des mains chaudes. Un regard rempli d'émotion. Pendant 1 seconde, Elisabeth faillit y croire. Presque. « Il m'a tout dit, Claire, » murmura Elisabeth en laissant couler quelques larmes. Ce n'était pas difficile, il suffisait de repenser au vide de son appartement. Tout. L'autre femme. L'enfant. L'argent. Il ne reste plus rien. Claire poussa un cri étouffé. Elle porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. Quelle horreur. Quel salaud. Je le savais qu'il n'était pas fait pour toi. Mon Dieu. Ma pauvre chérie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà, pensa Elisabeth. La vraie question. Je ne sais pas, sanglota-t-elle, cachant son visage dans ses mains. Il m'a tout pris. Il ne me reste qu'une chose. La bague de maman. Avec ce gros diamant. Tu te souviens ? Je te l'avais montré. Claire hocha la tête, tendue. Bien sûr. Une pièce ancienne. Magnifique. Je vais devoir la vendre, dit Elisabeth en levant vers elle un regard rouge. Il me faut un peu d'argent pour vivre. J'ai trouvé un bijoutier discret. Il paie bien, en liquide. Il ne pose pas de questions. Je dois le voir aujourd'hui. Où ça ? Quand ? La voix de Claire se fit plus vive, plus attentive. Tu ne peux pas y aller seule. Il pourrait t'arnaquer. Laisse-moi venir. Non, non, répondit Elisabeth en secouant la tête. Je ne veux pas t'impliquer. Et lui ? Il veut voir les gens seuls. On a rendez-vous à 15 heures. Devant l'ancienne salle de la Philharmonie.
Il y a une boutique d'antiquités à l'angle. Il m'y attendra. Elle donna l'adresse précise. Un endroit choisi avec soin. Un carrefour calme, parfaitement visible depuis les fenêtres d'un immeuble de bureaux. Un immeuble où, par pur hasard, se trouvait une succursale du cabinet de Samuel. « Elisabeth, je t'en prie, fais attention », dit Claire en pressant à nouveau ses mains. « Tu lui fais confiance, à ce type ?» « Aucune idée. Mais je n'ai pas le choix, » répondit Elisabeth avec un sourire triste. Elles restèrent encore un peu. Claire la consola, lui fit boire du thé, lui donna des conseils. Elle prononçait toutes les bonnes phrases, les bons mots. Et Elisabeth la regardait, sentant le froid envahir son ventre. Enfin, Claire s'en alla, promettant d'appeler toutes les heures. Elisabeth la regarda partir, attendit que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis, ses larmes s'arrêtèrent net. Elle sortit son téléphone et envoya un message bref à Samuel. L'appât a mordu. À 14h50, Elisabeth et Samuel se tenaient déjà à la fenêtre d'une salle de réunion, au 3e étage d'un immeuble de bureaux. De là, la boutique d'antiquités et le carrefour étaient visibles comme sur un plateau. Elisabeth portait les mêmes vêtements, mais il n'y avait plus trace de la femme effondrée de tout à l'heure. Elle était droite, calme, concentrée. « Tu es sûre de toi, Elisabeth ?» demanda doucement Samuel sans quitter la rue des yeux. « L'amitié, c'est sérieux. Parfois, un soupçon reste un simple soupçon. »« Parfois, oui, » répondit-elle. « Mais pas quand ton mari est un lâche et que sa mère est une stratège. Elle avait besoin de quelqu'un pour m'espionner de l'intérieur. Qui de mieux qu'une meilleure amie pour ce rôle ?» Ils se turent, observant la rue. Quelques passants, quelques voitures. 15 heures. Rien. 15h05. 10. Samuel tout sauta. « Peut-être que tu te trompes. » Elisabeth ne répondit pas. Elle attendait. Son instinct hurlait qu'elle ne se trompait pas. Et à exactement 15h15, une BMW familière freina au carrefour. Marco en sortit. Il avait l'air perdu, tendu, presque furieux. Il n'entra pas dans la boutique. Il resta au coin de la rue, regardant autour de lui, cherchant visiblement quelqu'un. Il sortit son téléphone, tapa un numéro, le porta à l'oreille, puis le rangea d'un geste agacé. Il cherchait Elisabeth. Il était là, à cette heure précise, à cet endroit précis. Un endroit que seule une personne connaissait, à part Elisabeth. Claire. Samuel jeta un regard à Elisabeth. Son visage était figé, impassible comme du marbre. Aucun signe de douleur, de surprise ou de tristesse. Juste un constat. Froid. Glacial. La trahison n'était plus un doute. Elle avait un visage, celui de son mari, debout à ce coin de rue. Et un nom, celui de sa meilleure amie. Claire. C'était Claire. Imparable. Confirmé. Le piège avait fonctionné. Elle observa Marco piétiner encore quelques minutes, puis, furieux et déçu, remonter dans sa voiture et repartir. La preuve était faite. Elisabeth recula de la fenêtre. En elle, là où vivait autrefois l'amitié, il ne restait plus que du vide. Mais pas le temps de se morfondre. La trahison de Claire n'était qu'un fil parmi d'autres. Il fallait tirer le suivant. La clé, dit-elle en se tournant vers Samuel, d'un ton calme et posé. Il faut vérifier le coffre. Samuel hocha la tête. J'ai déjà identifié la banque. À en croire le numéro, c'est un vieux coffre de la Banca Nazionale. Endroit sûr. Il ne pose pas de questions. Ils ne perdirent pas de temps. 30 minutes plus tard, Elisabeth se trouvait devant l'imposante porte en acier du coffre-fort, dans le sous-sol climatisé de la banque. L'air y était froid, sec. Ça sentait le métal et l'argent. Samuel attendait dans la voiture, le coffre étant anonyme, il valait mieux éviter les curieux. Un employé âgé, sec, en lunettes, vérifia sa clé, compara sa signature avec celle laissée par son père des années plus tôt, puis la conduisit jusqu'au dépôt. Il inséra sa propre clé, Elisabeth fit de même. 2 tours. Un déclic. La porte s'ouvrit en silence, révélant l'intérieur sombre du coffre numéro 317. L'employé les laissa seuls. Elisabeth inspira profondément et tira le tiroir métallique. Il était lourd. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux. Juste des dossiers. Des chemises bien ordonnées, bien remplies. Les archives de son père. Sa guerre silencieuse. Elle s'assit à la petite table et commença à fouiller. Le premier dossier était mince. Il contenait les originaux des documents prouvant sa contribution personnelle au mariage.
contrat d'achat de l'appartement, attestant qu'elle avait apporté la plus grande partie des fonds, factures d'antiquités, de meubles, de tableaux. Son père avait tout conservé. Comme s'il savait qu'un jour, elle aurait besoin de se défendre. Mais le plus important se trouvait dans un autre dossier. Plus épais. Fermé par des rubans bleus. Sur la couverture, une seule inscription, écrite de la main ferme de son père, Investcorp. Elisabeth défie les liens. À l'intérieur, les statuts complets de la société, Investcorp SRL, certificat d'immatriculation, statut juridique, nomination du directeur. Elle parcourut les documents. L'entreprise avait été créée 2 ans plus tôt. Adresse de domiciliation, un centre d'affaires en périphérie. Capital de départ, 10 000 euros. Tout semblait normal. Une société écran, typique. Puis elle arriva à la page des fondateurs. Et là, la première surprise. Fondateur et directeur général, Roberto Rossini. Le nom de famille lui était familier. Le prénom, non. Une copie de permis de conduire était jointe. Photo d'un vieillard au regard vide. Né en 1932. Un parent éloigné du côté paternel de Marco, un grand-oncle, peut-être. Elisabeth se souvint vaguement de l'avoir vu une fois, très âgé, dans une réunion de famille. Il vivait dans une maison de retraite. Totalement dépendant. Presque absent au monde. Le directeur de paille idéal. Celui qui ne pose pas de questions et ne se souviendra de rien. Mais ce n'était pas le pire. Sous les statuts. Les preuves. Des copies de virements bancaires. Et Elisabeth comprit. Un transfert. Depuis leur compte commun. Le montant exact de son héritage. Destinataire, Investcorp SRL. Motif, apport en capital selon contrat numéro. L'argent n'était jamais allé dans une clinique allemande. Il n'avait jamais servi à sauver un enfant inexistant. Il avait été versé sur le compte d'une société bidon, totalement contrôlée par la famille Rossini. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était un vol. Net. Documenté. Ses mains tremblaient légèrement quand elle referma les dossiers. Elle ne prit qu'un seul dossier avec elle, celui marqué « Investcorp ». Elle remit le reste, referma la boîte, puis quitta la salle en gardant un visage impassible. Dans la voiture, elle tendit le dossier à Samuel sans dire un mot. Il mit ses lunettes et se plongea dans les documents. Page après page. Son expression se fermait à chaque ligne. Il prenait son temps. Lisait chaque mot. Chaque chiffre. Elisabeth attendait. En silence. Arrivé au virement, il s'arrêta, soupira longuement, ôta ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « Eh bien, dit-il calmement. Les choses sont claires. Schéma classique. Ce n'est plus une affaire familiale, Elisabeth. C'est une affaire pénale. Un détournement de fonds aggravé. » Il resta un instant à regarder fixement le pare-brise. Investcorp. Le nom me disait quelque chose. Il sortit son téléphone et ouvrit une série de notes. Il fit défiler l'écran quelques secondes, puis s'immobilisa. « Je m'en doutais », dit-il en se tournant vers Elisabeth. Dans ses yeux brillait une lueur glaciale. « J'ai lancé quelques vérifications justes après notre discussion de ce matin. Via mes contacts à la mairie. Ce nom était déjà ressorti. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Investcorp, ce n'est pas juste une société écran pour détourner ton argent, Elisabeth. C'est une pièce maîtresse dans leur plan. Une entreprise qui sert actuellement d'intermédiaire dans une vente de terrain. » « Quel terrain ? Je ne comprends pas, dit Elisabeth. Samuel la fixa droit dans les yeux. Le terrain de l'ancienne usine Rossini. Leur fief historique. Là où leur empire a vu le jour. Le souffle d'Elisabeth se coupa. L'usine Rossini, ce grand bâtiment de briques rouges au bord du fleuve, n'était plus en activité depuis 15 ans. Il trônait comme un monument à leur gloire passée, que Isabella aimait tant évoquer. Leur fierté familiale, leur emblème. Mais pourquoi la vendre ? Ils ont toujours juré qu'ils ne le feraient jamais. On peut dire ce qu'on veut, répliqua Samuel avec amertume. La vérité, c'est que leur entreprise est en ruine. L'usine croule sous les dettes, envers la ville, le fisc, les anciens employés. Le terrain est hypothéqué. Ils sont techniquement en faillite, Elisabeth. Mais ils s'accrochent. Et ils ont trouvé une issue. Un gros promoteur veut y construire un complexe résidentiel haut de gamme. Il est prêt à payer une fortune. Mais il a posé une condition. Samuel se pencha vers elle et baissa la voix. Le terrain doit être vierge. Sans dette, sans charge. Et pour tout liquider, il leur fallait du cash. Vite.
Et sans question, c'est là qu'Élisabeth comprit tout. Le plan lui apparut dans toute sa froide logique. Il ne s'était pas contenté de voler son héritage. Il l'avait utilisé pour nettoyer le terrain de leur futur jackpot. Son argent avait servi à lever l'hypothèque, afin de vendre ce bout de terre pour des centaines de millions. Non seulement pour se sauver, mais pour rebondir encore plus haut. Le mensonge du prétendu enfant malade n'était qu'un rideau de fumée. Une histoire triste pour lui arracher tout. Son héritage était le socle de leur avenir. Et elle, il l'avait jeté comme un déchet de chantier. Les mots de Samuel ne la choquèrent pas. Ils complétèrent simplement le puzzle. Assise dans la voiture, Élisabeth fixait le dossier Investcorp sur ses genoux. Elle ne ressentait ni douleur ni colère. Juste une clarté glaciale. Elle voyait maintenant toute leur stratégie. Leurs objectifs. Leurs armes. Il était temps de jouer son propre coup. Et maintenant, on va voir la police? On a tout pour les poursuivre. Élisabeth secoua la tête. Non, pas tout de suite. Ce serait trop facile. Ils vont faire traîner, corrompre, manipuler. Isabella fera passer ça pour une transaction banale. Moi, je passerai pour une épouse hystérique. Et tout se transformera en divorce boueux. Non. Elle fixa Samuel. Ils ont voulu me voler jusqu'à mon identité. Je veux tout reprendre. Mais pas en portant plainte. En jouant à leur jeu. Leur vraie faiblesse, c'est l'image. L'opinion publique. Alors je vais frapper là. Les jours suivants, Élisabeth disparut. Elle loua un petit appartement discret grâce à un contact de Samuel. Elle coupa son téléphone. Des dizaines d'appels de Marco d'abord paniqués, ensuite furieux, puis suppliants. Des dizaines de messages de Claire, débordant de fausses compassions. Élisabeth les lisait et les effaçait. Elle savait que son silence les rendait fous. Ils attendaient des cris, des plaintes, une crise. Mais elle restait muette. Et ce silence leur était insupportable. Pendant ce temps, Isabella contre-attaquait. Si Élisabeth ne s'effondrait pas, il fallait la détruire socialement. Isabella était une experte en la matière. Elle lança une campagne lente, invisible, mais toxique. Elle appela leurs connaissances communes, les femmes d'influence, les épouses de partenaires, les dames des comités de charité. Elle parlait avec gravité, avec une peine noble. Elle raconta l'histoire poignante de son fils Marco, qui avait porté en silence le fardeau d'un enfant malade, qui avait sacrifié son mariage pour sauver une vie. Un héros. Et Élisabeth? Elle avait été odieuse. Sans cœur. En découvrant la vérité, elle n'avait montré ni compassion, ni solidarité féminine. Elle avait vidé l'appartement et fui, abandonnant son mari dans la pire épreuve de sa vie. Égoïste, froide, vénale. Le poison fit son effet. Samuel en informa Élisabeth. Le téléphone ne sonnait plus. Les amis tournaient le regard. Son image s'effondrait. Dans le monde d'Isabella, la réputation était reine. Et elle sculptait désormais celle d'Élisabeth un monstre. Le sommet de cette campagne devait être le gala caritatif annuel au profit des hôpitaux pour enfants. L'événement incontournable de l'élite milanaise. Cette année, l'invitée d'honneur et principale donatrice était Isabella Rossini. Elle avait offert une somme importante au nom de sa famille. Elle devait siéger au centre de la salle, couverte de louanges, symbole de force et de noblesse. Élisabeth, absente, devait incarner tout l'inverse, la méchanceté, la petitesse. Personne ne s'attendait à la voir. Son nom figurait sur la liste, mais après ce scandale, qui aurait cru qu'elle oserait se montrer? Vendredi soir. La salle de bal luxueuse de l'hôtel Villa, San Martino, brillait de mille feux. Flûte de champagne, quatuor à cordes, robe longue, smoking. Au centre, à la table d'honneur, trônait Isabella. Vêtue d'une robe perle sobre, mais hors de prix. Son visage affichait une dignité pleine de tristesse. À ses côtés, Marco jouait le rôle du fils accablé. Autour d'eux, les personnalités les plus puissantes de Milan, buvant ses paroles, hochant la tête, émues. Et à ce moment précis, quand son triomphe semblait total. Les portes de la salle s'ouvrirent à la volée. Sur le seuil se tenait Élisabeth. Elle portait une robe noire simple, mais d'une élégance renversante, en soie fluide. Aucun bijou, si ce n'est des boucles d'oreilles fines. Ses cheveux étaient tirés en un chignon lisse, dévoilant sa longue nuque. Elle n'avait pas l'air brisée ou malheureuse. Elle ressemblait à une reine, calme, assurée, un fin sourire aux lèvres. La salle retint son souffle. Les conversations s'interrompirent à mi-mot. Des centaines de regards fixèrent Élisabeth. Tous s'attendaient à un scandale, à des cris, à des accusations publiques.
Mais Élisabeth ne haussa pas la voix. Elle avança lentement, avec une grâce imperturbable, à travers la salle. Pas vers sa place vide au fond, mais directement vers la table d'honneur, face à Isabella. Chaque pas résonna dans le silence. Elle se planta derrière Isabella, immobile. Celle-ci se figea, son visage se figeant en un masque de glace. Marco s'enfonça dans son siège, pâle comme la mort. Élisabeth contourna la table et se tint devant sa belle-mère. Tous s'immobilisèrent, respirant à peine. Élisabeth se pencha vers Isabella. Son sourire s'élargit, mais ses yeux restèrent glacés. Elle parla doucement, mais sa voix, claire et nette, porta jusqu'aux convives. « Isabella, bonsoir. Excusez cette interruption. J'ai une seule demande, mais très importante. » Isabella resta muette, la regardant avec une haine glaciale. Élisabeth poursuivit, sa voix montant légèrement pour que tous entendent. « Pouvez-vous me donner le nom de la clinique en Allemagne? Où se trouve cet enfant, ce pauvre enfant malade ?» Elle fit une courte pause, balayant du regard les visages médusés autour de la table. « Je l'exige, » dit-elle, et sa voix résonna comme un coup de métal. « Je veux y envoyer le plus gros bouquet de fleurs possible. À ce pauvre petit garçon souffrant. » Ces mots, innocents en apparence, tombèrent comme une bombe dans la salle. Une offre de compassion, innocente, mais dans le contexte de l'histoire racontée par Isabella, dévastatrice. C'était une grenade posée, souriante, au centre de la table. Le visage d'Isabella se figea. Son sourire disparut, laissant place à la fureur et à la panique. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Un silence mortel s'installa. Tous les regards convergèrent vers Isabella. Tous attendaient une réponse. Simple. Un nom de clinique. Le silence était si dense qu'on aurait dit qu'on pouvait le toucher. Élisabeth avait posé sa question, désormais accusation muette. Un nom. Simple. Les traits d'Isabella, d'ordinaire symétrisés, se crispèrent. Un instant, la rage lui tira une grimace avant qu'elle ne tente de la dissimuler derrière un masque de fausse compassion. Élisabeth, sa voix trembla, mais elle se ressaisit vite. Je ne pense pas que ce soit le lieu ni le moment pour ce genre de spectacle. Tu es sous le choc, je le comprends. Nous en parlerons à la maison. Le mot « maison », prononcé ostensiblement, était censé montrer qu'elle acceptait encore Élisabeth, qu'elle était prête à la pardonner. Mais Élisabeth ne recula pas. Elle regardait sa belle-mère avec un calme calculateur et posé. « Je n'ai pas besoin d'autres mots, Isabella. Juste un nom pour envoyer des fleurs. Est-ce vraiment trop demandé? Vous voulez aider les enfants malades, n'est-ce pas? Moi aussi. Je commence par un enfant en particulier. Votre petit-fils. » Ces mots furent un coup direct. Le terme « petit-fils », prononcé à haute voix, fit frissonner Marco. La femme du maire, assise à côté d'Isabella, échangea un regard interrogateur. Les graines du doute venaient d'être semées. Isabella comprit qu'elle perdait. Poursuivre ici aurait été fatal. Elle ne pouvait pas inventer de clinique. Tout nom aurait été vérifiable. Elle lança par glacial. « Tu n'es pas bien ?» dit-elle, froide et sans pitié. Puis elle s'adressa à l'assemblée. « Je vous prie d'excuser ce sous-entendu. Ma belle-fille traverse un état instable. Le stress l'a dépassée. Marco, conduis-la, je te prie. » Mais Élisabeth ne l'attendit pas. Personne ne s'y attendait. Elle sourit un sourire franc, désarmant. Elle fit un signe aux convives. « Tant mieux. Je suis sûre que les avocats de mon défunt père trouveront cette clinique, même sans votre aide. Excellente soirée à tous. » Sur ces mots, elle tourna les talons et, avec la même grâce, quitta la salle, laissant derrière elle un brouhaha qui éclata comme une ruche dérangée. Elle n'avait pas gagné. Elle venait seulement de faire éclater l'abcès. Elle avait transformé leur campagne de calomnie silencieuse en un scandale public, où tout n'était plus aussi clair. Le lendemain, son téléphone explosa. Mais ce n'était ni Marco, ni Claire. Ce furent ces mêmes dames assises à la table d'honneur. Personne ne posa de questions directes. Elles sondèrent les esprits, exprimèrent leurs préoccupations, lui proposèrent un café. Le pendule de l'opinion publique avait basculé. Isabella était furieuse. L'humiliation publique était pire que toute perte financière. Élisabeth n'avait pas juste résisté, elle ripostait sur son propre terrain. Isabella comprit qu'il ne suffisait plus de gestes prudents. Créer de faux documents sur cette clinique était maintenant trop tard et trop risqué. Élisabeth avait clairement annoncé qu'elle ferait appel aux avocats de son père. Et Samuel Harper avait la réputation d'un bulldog, implacable face à la moindre incohérence. Il fallait un coup de maître. Radical.
Il ne suffisait plus de salir Élisabeth. Il fallait la neutraliser. La faire taire. Littéralement. 2 jours plus tard, Samuel appela Élisabeth. Sa voix était grave comme jamais. « Élisabeth, il passe à l'action. Je viens de recevoir une convocation officielle. Isabella Rossini vient de déposer une requête en justice. »« Pour un divorce ?» demanda Élisabeth calmement. « Pire. Pour te faire déclarer incapable. » Élisabeth resta silencieuse un instant. Elle ne s'y attendait pas. Sur quelle base ? Samuel répondit avec une pointe d'ironie froide dans la voix. Sur ton comportement inadéquat, selon eux. Ils ont rassemblé des témoignages. Ta fuite du domicile, ton refus de communiquer, ton comportement inhabituel dans la maison de campagne Marco a décrit en détail comment tu détruisais votre passé. Et en guise de cerise, ta prestation au gala. Ils présentent tout ça comme une crise hallucinatoire, un délire obsessionnel autour d'un enfant imaginaire. Leur objectif, une expertise médico-psychologique pour te déclarer sous tutelle. Élisabeth comprit toute l'ampleur du piège. Si le tribunal la déclarait inapte, elle perdrait tout. Elle ne pourrait plus gérer ses biens, ni porter plainte, ni même engager un avocat sans l'accord de son tuteur. Et ce tuteur, bien sûr, serait son cher mari Marco. Ils obtiendraient un contrôle total sur elle et sur tout ce qui lui restait. Ils l'effaceraient simplement, en tant que personne. C'était une tentative de la tuer légalement et socialement. Qui sont les témoins ? Demanda doucement Élisabeth. Pour l'instant, seulement Marco et ton amie, Claire. Elle affirme que tu as toujours été étrange, renfermée, sujette à la dépression. Elle prépare le terrain. Claire. Bien sûr. L'amie fidèle, inquiète pour la santé mentale d'Élisabeth. Le témoin parfait. Élisabeth comprenait que c'était un acte désespéré. Les bêtes acculées sont les plus dangereuses. Isabella devait agir vite, avant que l'histoire de l'enfant malade ne commence à soulever trop de questions. Elle devait faire taire Élisabeth. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle à Samuel. « On se prépare pour le procès. On rassemble les preuves de leur fraude. Mais ils ne resteront pas les bras croisés. Ils vont bétonner leur version. Ils n'ont pas besoin que de paroles. Il leur faut. » Il ne termina pas sa phrase. Mais Élisabeth comprit. Ils avaient besoin de quelqu'un qui confirmerait non seulement son comportement étrange, mais aussi l'existence même de l'enfant et sa réaction déséquilibrée. Ils avaient besoin d'une source directe. Dans leur panique, ils revenaient à leur maillon faible, l'actrice. Marina. Élisabeth s'y attendait. Elle savait qu'Isabella reviendrait vers elle. Elle ignorait comment, mais elle savait que cela arriverait. Et c'est arrivé. Le lendemain soir, un appel arriva sur son téléphone provisoire. Numéro masqué. Élisabeth décrocha. À l'autre bout, des sanglots. C'était Marina. Elle parlait vite, en s'étouffant de peur. « C'est vous ? Celle qui m'a appelée ? L'auditrice ? » « Oui, Marina. C'est moi, » répondit calmement Élisabeth. « Ils m'ont retrouvée. »« Elle m'a retrouvée, » cria presque la jeune femme. « C'est Rossini. Isabella. Elle est venue me voir. Que voulait-elle ? Elle veut que j'aille au tribunal. Que je témoigne. Elle m'a dit que sa belle-fille vous avait perdu la tête. Que vous persécutez sa famille, que vous avez inventé une histoire que vous racontez partout. » Marina éclata en sanglots. Elle m'a proposé de l'argent. Beaucoup. Bien plus que pour le rôle. Elle veut que je les aide à faire de faux certificats médicaux rétroactifs. Mais ça ne lui suffit plus. Elle inspira brusquement. Elle veut que je témoigne sous serment que je suis bien la mère de l'enfant de Marco. Que vous saviez pour moi. Que vous m'avez appelé, menacé, dit des choses folles. Elle veut que je dise que vous avez des hallucinations. Que je sois le témoin principal de votre folie. Que je vous fasse interner. Élisabeth écoutait ce récit effrayé et confus, sans colère, sans pitié. Elle sentait que la dernière pièce du puzzle venait d'être posée, et qu'elle tombait pile dans le piège qu'elle avait préparé. Dans sa panique, Isabella avait commis une erreur capitale. Elle voulait faire d'une simple actrice la complice d'un crime grave, faux témoignage et privation illégale de liberté. Et elle l'avait terrorisée. Et un complice apeuré n'en est plus un. Il devient un potentiel traître. L'appel de Marina fut le tournant. Jusqu'ici, Élisabeth s'était défendue. Elle révélait leurs mensonges, semait le doute. Maintenant, elle allait passer à l'attaque. Elle calma Marina, lui promit protection et aide juridique si elle acceptait de coopérer. Coincée entre le risque de devenir complice et l'opportunité de se faire protéger par Samuel Harper, Marina n'hésita pas.
Elle accepta d'enregistrer toutes ses futures conversations avec Isabella. La première pièce du jeu était posée. Mais cela ne suffisait pas. Elisabeth savait que les Rossini cachaient encore quelque chose. Il y avait une raison pour laquelle il s'accrochait à cette histoire, pourquoi il la combattait avec autant de rage. Et cela avait un lien avec la vente du terrain de l'usine. Investcorp. Samuel avait déjà prouvé que l'argent d'Elisabeth avait servi à couvrir leurs dettes. Mais pourquoi une telle précipitation? Un tel risque? Il y avait autre chose dans cette affaire. Un détail qu'elle n'avait pas encore vu. Elle décida donc de les forcer à abattre leurs cartes. Pour ça, elle avait besoin de sa fidèle messagère officieuse, Claire. Elisabeth l'appela elle-même. Pour la première fois depuis le début. Elle joua encore le rôle de la victime brisée. Elle pleura, sanglota au téléphone, se plaignit d'être acculée de toutes parts. « Claire, ils veulent m'interner », sanglotait Elisabeth. Isabella a saisi le tribunal. Avec Marco, ils veulent me faire passer pour folle. Claire joua l'indignée solidaire à merveille. Les salauds. C'est ignoble. Elisabeth, tiens bon. Je suis là, je te soutiens. On prendra les meilleurs avocats. Je n'ai pas d'argent pour des avocats, Claire. Sanglota-t-elle. Je n'ai plus rien. Il faut que je trouve un peu d'argent. Elle fit une pause, comme pour rassembler son courage. Je vais vendre le chalet de campagne. Un silence tomba à l'autre bout du fil. Le chalet? Répéta Claire, prudemment. Mais il ne vaut pas grand-chose. Qui voudrait l'acheter? Quelqu'un s'est présenté, assura Elisabeth. Un homme. Il veut juste le terrain, pour un entrepôt ou autre. Il ne chipote pas, il paie en liquide. C'est peu, mais c'est toujours ça. On signe demain, à 14h, sur place. Demain? Si vite? Dit Claire, et son trouble perça dans sa voix. Elisabeth, fais attention. Et s'il s'agissait d'un escroc? Tu vas trop vite. Je n'ai pas le choix, coupa Elisabeth. Il me faut de l'argent pour me défendre. Pardon, je ne peux plus parler. Je te rappellerai. Elle raccrocha. Elle était dans le bureau de Samuel, et le regardait. L'hameçon est avalé, dit-elle. Il ne reste plus qu'à attendre le poisson, acquiesça Samuel en composant un numéro. Allô, Victor? J'ai besoin de toi. Oui, encore. Il nous faut un comédien. Rôle, acheteur pressé et bourru. Lieu, vieux chalet de campagne. Demain, 14h. Le lendemain, à 13h30 précise, Elisabeth se trouvait dans le chalet de campagne. Le ciel était gris et bas, le vent froid, l'endroit semblait encore plus abandonné que lors de sa dernière visite. À la grille, un vieux Ford Transit marron servait de mise en scène. L'acheteur, Victor, un homme costaud d'environ 50 ans, veste de travail et visage sévère, était déjà sur place. Ancien agent du FBI devenu garde du corps pour Samuel, il jouait parfaitement son rôle, inspectant le terrain avec autorité. Elisabeth entra dans le chalet. Elle ouvrit les fenêtres pour aérer et installa sur la table de son père un faux compromis de vente préparé par les avocats de Samuel la veille. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre. Elle savait qu'il viendrait. Après tout, la vente lui semblait si insignifiante qu'il était clair qu'elle leur importait. Sinon Claire n'aurait pas paniqué ainsi. Elle sentait qu'elle avait touché un autre point sensible. Il était 13h55 lorsque Victor entra dans le chalet. « Alors, on signe ?» demanda-t-il d'un ton bourru en s'asseyant. « J'ai pas de temps à perdre. » Les papiers. Elisabeth s'assit en face, stylo en main, regardant distraitement la route qui menait au chalet. Puis elle le vit, une BMW argentée arrivait à toute vitesse sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. « Il est là » murmura Elisabeth. Victor hocha la tête et dit d'une voix forte. « Bon, tu signes ou ? L'argent est dans la voiture. On signe, je compte, et on se salue. » La voiture freina brusquement devant le portail. Marco en descendit en trombe, le visage livide et tordu de panique. Il abandonna sa portière ouverte et se précipita vers la maison. Il pénétra dans la pièce, haletant, les yeux fous, passant du regard d'Elisabeth à Victor, puis au papier sur la table. « Elisabeth, non. Ne signe pas. » Victor le fixait de son regard dur. « T'as rien à faire ici, mec. C'est une transaction. Dégage. » « C'est quoi cette transaction ?» cria Marco en courant vers la table. « Je t'en supplie, Elisabeth. Ne vends pas. Pas ça. » Son regard implorant aurait pu être sincère. Si Elisabeth ne connaissait pas la vérité. « Pourquoi, Marco ?» demanda-t-elle calmement, sans lever le stylo.
Tu as toujours dit que c'était une ruine. Qu'il fallait s'en débarrasser. Je suis sans le sou. J'ai besoin de vivre. Il parut au bord des larmes. Je te donnerai de l'argent. Combien tu veux. Je rembourserai tout. Mais ne vends pas le chalet. Et là, Elisabeth sut qu'elle avait touché juste. Sa panique démesurée face à une simple remise en vente d'un terrain décrépit était tout sauf rationnelle. C'est sentimental, je sais, balbutia Théil. Le souvenir de ton père. Je ne peux pas. Même Victor, incarnant son rôle, regardait la scène avec surprise. Elisabeth leva les yeux vers son mari, sans colère ni pitié, mais avec une froide curiosité scientifique. Trop tard, Marco. J'ai déjà signé. Elle s'apprêta à poser sa signature. La panique de Marco monta d'un cran. Il saisit le contrat, tremblant. Non. S'il te plaît, parlons. Je t'expliquerai tout. Explique-moi quoi, Marco ? Dit-elle lentement. Un autre enfant ? Une autre opération ? Victor tout sauta et se leva. Alors, ça se fait ou pas, cette vente ? J'ai pas la patience des querelles familiales. Signe ou tu pars. Il n'y aura pas de vente, hurla Marco vers lui. Sortez d'ici. C'est privé. Victor répliqua sans ménagement. Pour l'instant, c'est à elle de décider. Elle vend, j'achète. Point. Cet échange offrit le moment parfait. Elisabeth, jetant un coup d'œil vers la fenêtre, attendait la seconde partie de son spectacle. Et elle n'eut pas à patienter. Au moment où Marco et Victor se disputaient, un grand fourgon blanc apparut sur le chemin. Il avait des bandes oranges sur les côtés et une balise jaune sur le toit. Une équipe de géomètres, un ultime décor organisé par Samuel. Le véhicule s'arrêta devant le portail, bloquant la BMW. Tous les trois se figèrent et se tournèrent vers la fenêtre. Un homme en gilet fluo et casque de chantier sortit du camion, tenant un grand plan roulé sous le bras. Il observa les lieux, puis s'avança vers la maison. Elisabeth afficha un air fin de surprise. Et celui-ci ? Marco le regardait, méfiant et alarmé. Ce visiteur n'était clairement pas prévu. L'homme s'approcha de la porte et, sans entrer, demanda « Bonjour. Parcelle numéro 17 ? Elisabeth Rossini ?» Elisabeth hocha lentement la tête. « Oui, c'est bien moi. Que voulez-vous » Géomètre en chef Patterson, se présenta-t-il en frappant son gilet. « Nous faisons le bornage préliminaire. Il faut vérifier les limites de votre terrain. » Il entra, posa son tuba sur la table et le déroula avec fracas, dévoilant une grande carte détaillée du quartier, remplie de traits, de chiffres et de signes. C'était un vrai plan d'urbanisme obtenu par Samuel grâce à ses canaux à la mairie. « Voici, regardez », dit le géomètre en pointant la carte. « Voilà la rivière, la lisière des bois, et voilà votre parcelle, la 17. Exactement ici. » Marco s'avança, scrutant la carte d'un air suspicieux. Il ne comprenait rien, mais sentait le sol se dérober sous ses pieds. Quelque chose clochait. Quelle démarcation ? De quoi parlez-vous ? Demanda-t-il d'un ton brusque. Le géomètre leva les yeux, comme s'il le remarquait pour la première fois. Et vous, excusez-moi, qui êtes-vous ? Je suis son mari, répondit Marco avec défi. Ah, le mari, répondit Patterson sans grand intérêt. Le mari devrait savoir que toute cette zone est destinée à un grand chantier. Il montra d'un geste ample la carte, englobant plusieurs terrains, y compris le chalet d'Elisabeth. Elisabeth joua son rôle. Quel chantier ? Personne ne m'a informé. Les propriétaires n'ont pas encore reçu les notifications officielles, expliqua le géomètre de façon professionnelle. C'est la phase préparatoire. Le projet est approuvé au plus haut niveau. L'investisseur est sérieux. Il pointa de nouveau la carte. Marco, pâle et tendu, cherchait à comprendre. Il sentait la souricière, sans la voir. « Investisseur ? Lequel ?» demanda Elisabeth, attisant l'attention. Le géomètre prononça la phrase fatidique, le détonateur. « La société s'appelle Investcorp, » dit-il calmement, traçant le contour sur la carte. « Il y a ici de grands projets. » Marco sursauta, comme frappé. Ses yeux fumèrent, passant de Patterson à Elisabeth, figée dans la stupeur. Selon le plan général d'Investcorp, approuvé en mairie, annonça Patterson d'une voix posée, comme un verdict, tout ce terrain, y compris la parcelle 17 avec ses bâtiments, il fit une pause dramatique en pointant le chalet, sera démoli lors de la première phase. Un silence de mort s'installa. Le vent soufflait dehors. Marco resta figé, livide. Son regard était fixé sur la carte,
sur ce petit chalet barré d'une grosse croix rouge, démolition. Démolition. Toute sa panique, ses supplications à ne pas vendre ce bout de terre, tout prit un sens monstrueux. Il ne s'agissait plus de souvenirs. Il venait de se battre pour un actif. Un actif précieux, au cœur d'un chantier à plusieurs millions. Investcorp, leur propre montage, allait racheter cette parcelle à bas prix, pour ensuite la revendre aux promoteurs au prix fort, empochant la différence. Une escroquerie dans l'escroquerie. Une arnaque dans leur arnaque. Elisabeth avait presque piqué cet actif sous leur nez. Marco leva enfin les yeux vers Elisabeth, sa stupeur marquant le triomphe du piège. Victor, l'acquéreur, observait la scène avec un intérêt croissant. Le géomètre continuait de tracer la carte. Marco ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Les mots étaient vains. Il tourna les talons, titubant vers la sortie, trébuchant presque au seuil. Sans un mot, il monta dans sa BMW et partit, sans même demander au géomètre de dégager le passage. Dès que le véhicule disparut, Patterson rangea calmement sa carte, lança un clin d'œil à Elisabeth et partit. Victor décampa à son tour. Elisabeth resta seule, dans la poussière du vieux chalet paternel. Elle s'assit lentement sur une chaise. Le piège avait fonctionné. Elle savait que Marco foncerait vers sa mère, déclenchant la panique chez les Rossini. Il savait maintenant qu'elle savait tout. Investcorp, la supercherie du chalet, elle n'était plus une victime, mais le chasseur. Elle ne se dépêcha pas de partir. Non. Elle attendit. Dans ce genre de système, quand la panique s'installe, les maillons faibles lâchent. Les rats sont les premiers à fuir le navire. Et elle connaissait le nom du premier rat. Environ 15 minutes plus tard, son téléphone sonna. Le numéro de Claire. Elisabeth laissa sonner plusieurs fois avant de répondre. Oui. On entendait des sanglots hystériques au bout du fil. Ce n'était pas un chagrin, c'était un cri de panique. Elisabeth, pardonne-moi. Pardon, je suis idiote, tellement idiote. Elisabeth resta silencieuse, écoutant sa voix claquer dans les larmes. Je l'ai vu, je te jure. J'étais là, derrière le virage. Je t'ai suivi, j'avais peur pour toi. J'ai vu Marco arriver. Puis ce fourgon. Les géomètres. J'ai entendu tout. Investcorp, la démolition. Mon Dieu, Elisabeth, ils nous ont utilisés toutes les deux. Mensonge. Éhontée, éperdue. Claire n'était pas là. Elle était dans sa voiture, à distance sécurisée, remplissant le rôle de vigie pour Isabella. Et en voyant le fourgon, elle sut ce que Marco venait d'apprendre. La coque du navire Rossini prenait l'eau, et il fallait fuir. « De quoi tu parles, Claire ?» demanda Elisabeth, glaciale. « C'est Isabella. Elle m'a forcée. Elle m'a payé. Un peu, quoi, pour surveiller que tu vas bien, disait-elle. Elle avait peur que tu fasses une bêtise. Et moi, je te croyais. Je pensais t'aider, mais elle me tirait les vers du nez. Je te dirai tout, Elisabeth. Jusqu'au moindre détail. Juste ne m'en veux pas. Dis aux enquêteurs que je t'ai aidé. Que j'ai changé d'avis. Ce fut une agonie. Une confession de traître, cherchant désespérément le pardon. Claire était persuadée qu'Elisabeth irait directement à la police. Elle essayait donc de se protéger. « Que vas-tu me raconter exactement, Claire ?» demanda Elisabeth d'une voix glacée. « Que tu rapportais chaque mot à Isabella. Que tu as ramené Marco ici pour faire échouer la vente. »« Oui, oui. Mais ce n'est pas tout, » balbutia Claire, paniquée de devoir offrir quelque chose de précieux pour prouver son utilité. « Il y a autre chose. Quelque chose que tu ne sais pas encore. Le plus important. » Elisabeth se redressa. « Je t'écoute. » Cette histoire de divorce, d'enfant, de folie. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Ou du moins, pas uniquement pour l'argent. Claire marqua une pause pour reprendre son souffle. L'investisseur qui achète la terre n'est pas un promoteur ordinaire. C'est une figure très puissante. Et il ne construit pas juste un complexe résidentiel. Il crée un circuit fermé pour l'élite. Et le joyau de ce projet sera un club ultra privé, accessible uniquement sur invitation personnelle. Comprends-tu ? Ce n'est pas du logement, c'est un ticket pour la haute société, à vie. Elisabeth écoutait avec attention. Les investisseurs clés du projet, comme les Rossini, ont automatiquement le droit d'y entrer. Pour Isabella, c'est une obsession. Ce n'est pas juste du statut. C'est sa raison de vivre. Et elle était prête à tout. Claire baissa la voix au niveau d'un chuchotement. Mais il y a une condition dans les statuts du club, la clause de moralité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que tout membre ou candidat
doit jouir d'une réputation impeccable. Le règlement interdit formellement la participation de personnes impliquées dans des scandales publics, surtout lors de divorces médiatisés. Tout investisseur dont le divorce devient public est exclu immédiatement et définitivement du projet. Sans appel. C'est alors qu'Elisabeth comprit. Le dernier morceau du puzzle s'emboîtait. La stratégie d'Isabella prenait tout son sens, diaboliquement parfait. Il ne s'agissait pas seulement de prendre l'argent d'Elisabeth. Il fallait la faire disparaître, subtilement. Le plan parfait? Un divorce tranquille. Elisabeth, écrasée par le deuil de l'enfant et la culpabilité, signait silencieusement et disparaissait. Mais comme Elisabeth n'avait pas cédé, comme elle avait résisté, elle menaçait directement ce rêve. Toute médiatisation du divorce pouvait condamner l'entrée d'Isabella dans ce club fermé. C'est pourquoi Isabella avait fait ce choix désespéré, qualifier Elisabeth de folle. Un divorce légal, propre, un drame privé personne ne condamnerait. Elle obtiendrait l'autorité sur Elisabeth, le contrôle total de ses biens, tout en conservant son honneur intact. On ne se battait pas pour de l'argent. L'argent était un moyen. Tout cela n'était que tremplin pour sa soif de statut. Pour garder son ticket vers l'élite. Elisabeth, tu m'entends? Brise à Claire. C'est pour ça qu'elle a pété un câble quand tu es arrivé au gala. Tu as transformé leur tragédie en mascarade publique. Tu menaçais son rêve. Elisabeth raccrocha lentement. Assise dans le silence de la vieille maison, elle regardait l'ombre des arbres danser. Elle connaissait maintenant le talon d'Achille de son ennemi. Ce n'était pas l'argent, c'était l'orgueil. Cet orgueil furieux et calculé. C'est sur lui qu'elle allait frapper. Dévoiler Claire ne lui avait pas fait plaisir, mais ça confirmait ce qu'elle pressentait. Dans le monde d'Isabella Rossini, les gens ne valent rien. Personne n'était humain, tout était jetable. Mais Elisabeth avait maintenant un plan. Elle savait où frapper. Elle retourna en ville et alla directement voir Samuel. Les appels de Claire étaient restés sans réponse. Cette traîtresse, jadis utile, l'était devenue un poids dont elle n'avait plus besoin. Dans le bureau de Samuel, elle lui fit un compte-rendu succinct, sans émotion. Le club ultra-privé, la clause de moralité, les motivations réelles d'Isabella. Samuel l'écouta, puis un sourire carnassier illumina son visage pour la première fois. La vanité, murmura-t-il. Le vice le plus ancien et le plus fiable. Elle a monté un montage financier complexe, mis sa liberté en jeu, sacrifié son fils. Tout ça pour un club. Ridicule. C'est sa faiblesse, dit Elisabeth. C'est son bouton d'autodestruction, corrigea Samuel. Il est temps de l'appuyer. Ils décidèrent cette fois de frapper frontalement, avec la machine juridique la plus impitoyable. Le temps des menaces et des spectacles était révolu. Place au coup précis. Samuel passa la journée à préparer les documents. Pas seulement une plainte, mais un dossier complet de 20 pages, adressé au chef du service des crimes économiques. Il ajouta tous les éléments. Photocopie des comptes de son père, statut d'Investcorp, copie des virements découverts dans le coffre, et jusqu'aux données montrant que le directeur d'Investcorp était un vieillard grabataire. Ce n'était pas un simple signalement. C'était un dossier prêt pour un enquêteur. Mais ce n'était pas suffisant. Samuel déposa en parallèle une plainte civile au nom d'Elisabeth contre Investcorp pour restitution des fonds illégalement obtenus. Il demanda en même temps le gel de tous les comptes et actifs de la société, à titre conservatoire. La police va enquêter longtemps, expliqua-t-il à Elisabeth en lui montrant les papiers. Mais l'huissier, lui, agit tout de suite. Notre objectif immédiat, bloquer leurs transactions. Leur causer un maximum d'ennuis avant qu'ils ne vendent quoi que ce soit. Le lendemain matin, grâce à ses anciennes relations, Samuel ne se contenta pas de déposer les documents au greffe général. Il accéda personnellement à un juge réputé pour sa rigueur. Il ne demanda pas, il exigea. Il exposa les preuves, décrivit l'ampleur de l'affaire et insista sur le fait que les fonds risquaient de disparaître à tout moment. Le juge, un vieil allié de Samuel, examina les pièces. Son visage se ferma. 1 heure plus tard, un ordre officiel au sceau du tribunal était posé sur son bureau. Gel immédiat des comptes d'Investcorp, suspension de toutes opérations de la société, jusqu'à décision sur le fond du dossier. Un document physique. Pas un email, mais une vraie feuille avec un tampon officiel. Et Samuel veilla personnellement à ce qu'il ne se perde pas dans les méandres administratifs. Il le remit en main propre au service des huissiers. 1 heure plus tard, un grand homme en uniforme, au visage fermé, se tenait dans le hall d'un centre d'affaires rutilant, siège du principal promoteur immobilier du projet. La réceptionniste tenta de lui dire que le directeur général était en réunion, mais l'huissier resta inflexible. Ordre judiciaire. À remettre en main propre.
C'est la loi. 5 minutes plus tard, l'huissier sortait du bureau, laissant sur le bureau de l'un des hommes les plus puissants de la ville un document qui allait réduire à néant tous ses plans. L'effet fut immédiat, comme une explosion. Le promoteur, habitué à tout régler d'un coup de fil, se retrouva face à une force impossible à contourner, une interdiction judiciaire. Son partenaire principal, Investcorp, par qui transitaient des dizaines de millions pour les opérations préparatoires, devenait soudainement toxique. Compte gelé. Transaction suspendue. Le chantier, prêt à démarrer, était maintenant menacé. Et pour ce genre de projet, chaque jour de retard coûte une fortune. Furieux, le promoteur convoqua immédiatement Isabella. Elisabeth n'assista évidemment pas à la scène, mais Samuel, via ses contacts, reconstitua l'échange dans les moindres détails. Isabella arriva confiante. Elle croyait à un malentendu facile à réparer. Elle entra dans le bureau et vit le document sur la table. Le promoteur ne haussa pas la voix. Il parla calmement, ce qui rendit ses mots encore plus glaçants. « Isabella, dit-il en tapotant le papier, je croyais qu'on avait un accord. Vous nettoyez vos affaires, on avance. Et à la place, vous apportez ça dans mon entreprise. » Il poussa le papier vers elle avec dédain. « Je ne sais pas ce que vous bricolez avec votre belle-fille, et je ne veux pas savoir. Je vous ai acheté un actif propre, pas un sac de nœuds familial avec des affaires criminelles. » Isabella tenta de parler de difficultés passagères, d'une femme instable, mais il la coupa net. « Ça ne m'intéresse pas. J'ai un calendrier, des investisseurs, une réputation, et je ne laisserai ni vous ni votre famille y toucher. » Il se leva, regarda par la fenêtre. « Je vous donne 24 heures. » Il se tourna vers elle, les yeux durs. « 24 heures pour régler votre drame familial. Que ce document disparaisse. Que les comptes soient débloqués. Que tout redevienne comme si rien ne s'était passé. Pause. Sinon, je ne me contente pas de quitter le projet. Je vous détruis. Je m'assurerai personnellement que chaque centime investi via Investcorp se perde dans une toile d'offshore, de procès et d'amendes, si bien que vous ne reverrez jamais votre argent. Il ne vous restera rien. Ni argent, ni terrain, ni projet. Juste une enquête pour fraude qui, je crois, est déjà ouverte. » Il s'assit calmement. 24 heures. Le compte à rebours commence. Maintenant, partez. J'ai du travail. Isabella sortit, le visage livide. Son monde, celui qu'elle avait construit avec tant de soin, s'effondrait. Elle était acculée. Et il ne lui restait qu'une carte à jouer, venir supplier celle qu'elle avait voulu écraser. Elisabeth savait qu'Isabella viendrait. Après l'ultimatum, elle ne retourna pas dans son appartement. Elle alla à la maison de campagne devenue son bastion, son territoire. Elle y arriva en pleine journée, alluma le poêle. Pour la première fois depuis des années, la maison était chaude. Assise dans le fauteuil de son père, un thé entre les mains, elle attendait. Pas de triomphe, pas de vengeance, juste une sérénité glacée, comme un chirurgien avant une opération décisive. Elle devait aller jusqu'au bout. Pas par revanche, par justice, celle dont parlait toujours son père. Isabella arriva au coucher du soleil. Sa luxueuse voiture semblait déplacée sur ce terrain envahi par les herbes. Elle sortit, vêtue d'un tailleur strict. Mais son allure altière avait disparu. Elle semblait fatiguée, vieillie. Elle tenait une grande mallette en cuir. Elle entra sans frapper, s'arrêta sur le seuil, scruta la pièce simple mais propre, la chaleur du feu, Elisabeth en pull, paisiblement assise. Son regard mêlait haine, mépris et un désespoir à peine dissimulé. « On doit parler, » dit-elle d'une voix rauque. « Entrez, Isabella. »« Asseyez-vous, » répondit Elisabeth en montrant une chaise face à la table. Isabella fit la grimace, mais obéit. Elle posa la mallette sur la table, ouvrit les loquets avec un clic sec, releva le couvercle. Elle était remplie de liasses d'euros, soigneusement rangées et scellées. « Tout est là, » dit-elle en fixant Elisabeth. « Ce qu'il y avait sur votre compte. Étage 20% en plus. Pour le préjudice moral. » Elle parlait comme si elle lui faisait une immense faveur. « Je reconnais que Marco et moi avons mal agi, » dit-elle, comme si les mots lui brûlaient la gorge. On était désespérés. L'entreprise familiale était au bord du gouffre. On a fait une erreur. Et on veut la réparer. Elisabeth regardait l'argent. Aucune émotion. Ce n'était que du papier. Des morceaux de malheur. « Prends l'argent, » reprit Isabella, voyant son silence. « Et signe un document. Juste une formalité. » Elle sortit une feuille pliée et la posa sur les billets. « C'est écrit que tout ça vient d'un malentendu.
que tu avais donné ton accord pour l'investissement, mais que, sous le choc de la mort de ton père, tu as oublié. Que tu n'as aucune plainte. Tu retires ta demande. Et on oublie tout. Le divorce se fait discrètement. Chacun repart de son côté. Elle regardait Elisabeth, pleine d'attente. Elle lui proposait un marché. Elle essayait d'acheter son silence, sa réputation, son avenir. Elle croyait encore que tout pouvait s'acheter. Elisabeth, sans dire un mot, tendit lentement la main et repoussa la mallette pleine d'argent vers Isabella. Puis elle prit la feuille, sans même la lire, la plia soigneusement en 4 et la posa de côté. Isabella se raidit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. Elisabeth la regarda. Et pour la première fois, Isabella ne vit plus le vide ni la douleur dans les yeux de sa belle-fille. Elle y vit autre chose. Quelque chose de dur. D'inflexible. « Ça veut dire que vous vous êtes trompée de personne, Isabella », dit calmement Elisabeth. « Je ne suis pas une victime qu'on peut acheter ou intimider. Je suis la fille de votre ennemi. Mon père vous connaissait, et il m'a préparée à ce moment. » Elisabeth ouvrit le tiroir du bureau de son père, celui où elle avait trouvé la clé. À présent, il contenait un autre dossier, préparé par Samuel. Elle en sortit une unique feuille de papier qu'elle posa devant Isabella. C'était un document intitulé « Déclaration volontaire ». Une confession complète, rédigée dans un langage juridique froid, sans la moindre émotion. On y lisait tout. Le plan pour détourner l'argent d'Elisabeth. La création de la société fictive InvestCorp au nom d'un parent sénile. L'embauche d'une actrice, Marina, pour jouer le rôle de la mère d'un enfant malade. Le détournement de fonds. La tentative d'accaparer son terrain. La complicité de Claire. Et enfin, la plainte mensongère visant à faire déclarer Elisabeth inapte pour couvrir leurs traces. À la fin, un espace vide pour la date et la signature. Isabella fixa ce papier, et son visage vira lentement au gris. Elle leva vers Elisabeth un regard fou, plein de haine. « Tu es folle. Je ne signerai jamais ça. »« Vous allez signer » répondit Elisabeth avec le même calme. Elle rouvrit le tiroir et en sortit 3 gros registres comptables, ceux qu'elle avait trouvés dans le coffre. Elle les posa à côté de la confession. « Ça, » dit-elle en tapotant l'un des livres, « ce sont les originaux. Chaque mouvement, chaque euro, chaque nom. Mon père était un homme méticuleux. » Elle plongea son regard dans celui d'Isabella. « Vous avez le choix. Vous signez cette déclaration. Peut-être alors Samuel trouvera-t-il un moyen de négocier avec le procureur. Vous rendrez l'argent, vous aurez une peine avec sursis, et votre fils restera peut-être libre. Le club de prestige, c'est fini, mais vous sauverez quelque chose. » Elle fit une pause. « Ou alors vous refusez. Et demain matin, ces livres, avec les témoignages de Marina, de Claire, et tous les relevés bancaires, iront non pas chez un enquêteur, mais directement chez le procureur régional. Ce ne sera plus une fraude. Ce sera une organisation criminelle. En bande organisée. Et là, on ne parle plus de sursis. Ni pour vous, ni pour votre fils. » Elisabeth sortit du tiroir le vieux stylo-plume de son père et le posa sur la confession. « Choisissez. » Isabella resta figée. Elle regardait tantôt la confession, tantôt les registres, tantôt Elisabeth. Elle comprit que c'était fini. Échec et mat. Il n'y avait plus de sortie. Seulement 2 façons de perdre. Le silence s'installa. Seul le bois qui crépitait dans le poêle rompait la tension. Finalement, Isabella céda. Ses épaules s'affaissèrent. Tout son orgueil, sa grandeur, s'évaporèrent. Il ne restait plus qu'une femme brisée, terrifiée. Elle prit le stylo, la main tremblante. Ses doigts ne répondaient plus. Elle dut s'y reprendre à 3 fois pour tracer la première lettre de son nom. Lettre après lettre, elle signa sa condamnation. Sa signature, d'ordinaire assurée, était irrégulière, tremblotante. Une fois terminée, elle rejeta le stylo comme s'il l'avait brûlé, puis cacha son visage entre ses mains. Pour la première fois, Elisabeth la vit pleurer. Silencieusement. Tout son corps secoué de sanglots. Elisabeth prit le document, vérifia la signature, le replia soigneusement et le rangea dans la pochette. La bataille était finie. Isabella repartit sans dire un mot. Elle laissa la mallette sur la table, mais Elisabeth ne la toucha même pas. La victoire était là, mais la guerre n'était pas finie. La confession était une arme. Il fallait maintenant l'utiliser pas dans le silence d'un bureau, mais là où Isabella serait le plus touchée, en public. Samuel, en recevant le document signé, eut un petit sourire. Elle croyait signer un accord avec la justice, dit-il. Mais elle a oublié une chose.
Nous ne sommes pas le parquet. Nous n'avons aucune obligation de tenir parole. Ils avaient un plan. Le dernier acte. Une semaine plus tard devait avoir lieu un grand événement en ville. La présentation officielle du projet de réhabilitation des anciens terrains industriels. Le promoteur, convaincu par Isabella que tout était réglé, avait levé son ultimatum. Il ignorait comment elle s'en était sortie et ne voulait pas le savoir. L'ordonnance judiciaire avait été levée, Elisabeth avait retiré sa plainte, comme Samuel le lui avait conseillé. C'était suffisant pour lui. Il voulait montrer au monde que le projet avançait. Le soir de la présentation. Le plus grand hôtel de Milan. Toute l'élite était là, politiciens, banquiers, investisseurs, célébrités. Tous ceux qui, peu de temps auparavant, pleuraient sur le sort tragique d'Isabella Rossini. Isabella et Marco étaient aussi présents. Assis à la table d'honneur, près du promoteur. Isabella avait troqué son tailleur contre une robe de soirée somptueuse. Elle était à nouveau la reine. Rayonnante, triomphante. Elle pensait que le pire était derrière elle. Elle avait rendu l'argent, signé un papier humiliant, mais elle avait gardé l'essentiel, le projet et sa place dans ce projet. Pour elle, Elisabeth n'était plus qu'un fâcheux contretemps, désormais réglé. Marco était assis à côté, pâle et silencieux. On aurait dit un homme assis sur un baril de poudre, sans savoir quand il allait exploser. La salle était pleine. Une musique douce jouait, les serveurs passaient avec des coupes de champagne. Puis la musique s'éteignit, la lumière baissa légèrement, et le maître de cérémonie monta sur scène. Il parla de l'avenir de la ville, d'une nouvelle ère, d'investissements audacieux. Puis il invita sur scène l'homme du moment, le promoteur. Tonnerre d'applaudissements. Le promoteur, sûr de lui et tout sourire, s'approcha du micro. Il entama son discours. Hectares, millions d'euros, design moderne, et bien sûr, la perle du projet, un club exclusif réservé à une élite triée sur le volet. Isabella l'écoutait, un sourire triomphant aux lèvres. C'était sa victoire. Et au moment même où le promoteur prononça le mot « réputation », une porte s'ouvrit discrètement au fond de la salle. Elisabeth entra. Elle portait encore cette simple robe noire en soie. Sans bijoux, sans maquillage. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle se contenta de rester debout, dans l'ombre, les bras croisés. Quelques invités la remarquèrent et se figèrent. Un murmure parcourut la salle. Isabella, tournée vers la scène, ne vit rien. Mais Marco, assis de biais, la vit. Son visage se décomposa. Il attrapa le bras de sa mère, lui murmura quelque chose. Isabella se retourna brusquement. Leurs regards se croisèrent, à travers toute la salle. Le sourire d'Isabella se figea, puis s'éteignit. Elisabeth ne bougea pas. Elle fit juste un léger signe de tête. Un signal. Un message, non pas pour Isabella, mais pour Samuel, assis à l'une des tables centrales, en compagnie de deux hommes imposants. Samuel croisa son regard, puis fit à son tour un petit signe à l'un de ses voisins. Cet homme, aux cheveux blancs, président d'une grande banque, prit le programme de la soirée posé devant lui. Il l'ouvrit, curieux de voir l'ordre des discours. Et lorsqu'il déplia le feuillet, une feuille pliée en deux tomba sur la nappe blanche. Intrigué, il la ramassa, l'ouvrit, et se figea. Ses yeux s'agrandirent, il relut, releva la tête, hébété, et regarda Isabella, assise à quelques mètres. À la table voisine, la même scène se répétait. L'épouse du maire ouvrit son programme, découvrit la feuille, la lut. Son visage se figea. Elle montra le document à son mari. Et ainsi de suite. Comme un virus. Une onde qui se propage. Partout, les invités ouvraient leur programme. Et découvraient tous la même chose. Une copie parfaite de la confession signée d'Isabella Rossini. Son propre aveu. Écrit de sa main tremblante. Avec sa signature au bas de la page. Des centaines de copies. Une dans chaque programme. Sur chaque table. Le promoteur continuait de parler de transparence et d'intégrité, mais plus personne ne l'écoutait. La salle sombrait dans un silence étrange. Pas un silence d'attention, un silence de choc. Les applaudissements firent place à des murmures confus, puis à des exclamations indignées, avant de se muer en un silence de plomb. Tous, toute l'élite de la ville, lisaient le même document. Le récit humiliant et détaillé d'un crime. Perpétré par la femme assise là, au centre, à la table d'honneur. La prise de conscience se propagea comme une onde. D'abord l'étonnement, puis le mépris, puis la colère. La réputation d'Isabella Rossini, bâtie pendant des décennies, venait de s'effondrer. Pas simplement s'effondrer, exploser. En public, sous les yeux de tous, au moment même de son triomphe.
Élisabeth observait depuis le fond de la salle. Elle ne ressentait ni joie, ni vengeance. Juste un profond soulagement. Le poids qu'elle portait depuis la mort de son père s'était enfin dissipé. La justice avait été rendue. Le promoteur s'interrompit. Il vit à son tour une feuille dans les mains d'un invité. Il comprit qu'un désastre venait de se produire. Il balaya la salle du regard, vit les visages figés de stupeur, de colère, puis le visage d'Isabella, pétrifié. Et il comprit, son projet, sa réputation, son avenir, venaient d'exploser avec ceux de la famille Rossini. Il réagit aussitôt. Homme d'affaires jusqu'au bout, son réflexe fut de sauver sa peau. Il s'approcha à nouveau du micro. Sa voix vibrait de colère. « Mesdames et messieurs », lança-t-il d'une voix puissante. « Nous venons tous d'être victimes d'une escroquerie monumentale. En tant que responsable de ce projet, je vous annonce que nous mettons immédiatement fin à toute relation avec la famille Rossini. Ces gens sont des fraudeurs, des criminels. Ils n'ont aucun lien avec nous ni avec nos investisseurs. Ils n'en auront jamais. » C'était une condamnation publique. Il ne se contentait pas de couper les ponts. Il les désavouait devant tout le monde. Et alors, le chaos éclata. Les flashs des caméras crépitèrent. Les journalistes mondains, venus couvrir un triomphe, couvraient maintenant une chute. Ils foncèrent sur la table principale, entourant Isabella et Marco comme une meute. « Isabella, est-ce vrai ? Marco, avez-vous vraiment volé l'argent de votre épouse ?» Isabella ne bougeait plus. Fixait un point invisible. Elle n'entendait plus rien. Son monde s'était écroulé. Marco, pris de panique, renversa sa chaise en se levant. Il tenta de fuir, mais les journalistes l'encerclèrent aussitôt. Et puis, comme pour clore le spectacle, des policiers entrèrent dans la salle. Tranquilles, implacables. Ils traversèrent la foule et se dirigèrent vers la table d'honneur. Ils venaient de la brigade financière. Prévenus le matin même par Samuel, qui les avait mis au courant de l'action prévue. Après un scandale pareil, il fallait agir vite. Le chef de brigade s'approcha d'Isabella. « Isabella Rossini, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Il parla doucement, mais dans le silence qui régnait, tout le monde l'entendit. Il ne lui passa pas les menottes. Ce n'était pas nécessaire. Le simple fait d'être escorté hors du bal par la police, devant toute la ville, était plus humiliant que n'importe quelle chaîne. 2 autres agents s'approchèrent de Marco. Il ne résista pas. On aurait dit un homme qui attendait ce moment depuis longtemps et qui ne ressentait désormais qu'un soulagement. Ils traversèrent toute la salle, au milieu des invités figés, sous une forêt de flashs. Leur honte publique devint l'événement de l'année. Le lendemain, leur visage serait à la une de tous les journaux. Pas dans les pages mondaines, dans les pages faits divers. Élisabeth resta adossée au mur, silencieuse, témoin d'une justice rendue. Elle ne ressentait ni triomphe, ni haine. Seulement le vide. Et le silence. C'était fini. Elle tourna les talons et quitta la salle sans que personne ne la remarque. Dans le couloir désert et calme, elle fit quelques pas, puis s'arrêta, s'appuya contre le mur de marbre froid et inspira profondément. Un souffle de liberté. Samuel l'attendait près de la porte. Il ne souriait pas. Son visage était grave, un peu triste. « C'est terminé, Élisabeth, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui. Ton père serait fier de toi. » Il lui tendit une grosse enveloppe scellée, en papier épais. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Les dernières volontés de ton père, » répondit Samuel. Il avait ajouté une clause spéciale dans son testament. Un plan de secours, comme il l'appelait. Élisabeth regarda l'enveloppe, intriguée. Il a toujours soupçonné qu'un jour, il tenterait quelque chose. Il ne leur faisait aucune confiance, surtout pas à Isabella. Et il avait tout prévu. Samuel la fixa dans les yeux. Selon cette clause, si une trahison de la famille Rossini envers toi ou les actifs de ton père est prouvée en justice ou rendue publique. Il marqua une pause, alors tous les droits de gestion du trust familial Rossini, y compris la majorité des actions de leur holding, te reviennent automatiquement. Élisabeth resta figée. Elle mit un moment à comprendre. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Il y a des années, à une époque où leur affaire était au bord du gouffre, ton père les a sauvés de la faillite. Il est devenu leur plus gros créancier. Mais au lieu d'exiger le remboursement, il a converti leur dette en participation dans leur trust. Il est devenu un partenaire silencieux. Isabella n'a jamais parlé de ça à personne, mais elle avait signé un contrat à l'époque. Et dans ce contrat, il y avait cette clause. La clause de trahison. Ce qu'elle pensait être une garantie s'est transformé en piège. Il désigna l'enveloppe. Ce sont les documents qui le prouvent.
L'avis juridique confirmant l'activation de cette clause, à la lumière des événements d'aujourd'hui. Tout est certifié. À partir de maintenant, Elisabeth, tu n'as pas seulement récupéré ton héritage. Tu es la propriétaire légitime de tout ce qui leur appartenait. Leur entreprise, leurs biens, leur maison. Tout. Il se tut un instant, puis ajouta, tout bas. Il ne voulait pas seulement que tu survives. Il voulait que tu gagnes. Elisabeth regardait l'enveloppe dans ses mains. Elle pensait qu'elle se battait pour son passé, pour l'argent de son père. Mais en réalité, son père s'était battu pour son avenir. Il ne lui avait pas laissé un filet de sécurité. Il lui avait laissé une couronne. Elle marchait lentement dans la ville endormie. Elle serrait l'enveloppe dans sa main. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait libre. Elle arriva devant son immeuble, celui où se trouvait autrefois son appartement et où il serait de nouveau à elle. Elle monta à son étage, sortit ses clés, ouvrit la porte. Elle entra dans l'appartement vide et résonnant. Mais cette fois, il était vraiment à elle. Elle n'alluma pas la lumière. Elle s'approcha de la grande baille vitrée et regarda les lumières de Milan. La ville continuait de vivre. Elle sortit son téléphone de sa poche, ouvrit son répertoire, chercha le contact, Marco Mari. Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Supprimer ». Puis elle trouva le numéro de Claire. Même geste. Elle regarda ses noms, les restes de son ancienne vie. Puis, sans les supprimer, elle éteignit son téléphone. Complètement. Elle posa le téléphone sur le rebord de la fenêtre, juste à côté de l'enveloppe. Puis elle resta là, debout, à regarder la ville. Son nouveau futur. Sa nouvelle vie, qui commençait à cet instant précis. Dans ce silence. Dans ce vide. Dans cette liberté. C'est ainsi que s'achève l'incroyable histoire d'Elisabeth. Chaque fois que je la relis jusqu'à la fin, un tourbillon d'émotions me traverse. D'un côté, bien sûr, c'est un soulagement. La justice a triomphé. Les coupables ont payé, et de la façon la plus juste, publiquement, humiliés devant tous. Mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Elisabeth, qui avait commencé comme une victime innocente, est devenue une stratège froide et méthodique. Elle ne s'est pas contentée de se défendre. Elle a attaqué. Elle a utilisé les failles, les peurs des autres, et elle a frappé avec une précision cruelle, tout aussi cruelle que celle de ses ennemis. Et vous, qu'en pensez-vous, cher auditeur? A-t-elle eu raison? Sa vengeance était-elle totalement légitime? Ou a-t-elle franchi une ligne, devenant elle-même aussi impitoyable que ceux qu'elle combattait? Car au final, elle n'a pas seulement récupéré ce qui lui appartenait. Elle a tout pris. Et qui est, selon vous, le véritable méchant dans cette histoire? Marco, faible, passif, qui a trahi sa femme et s'est laissé manipuler par sa mère. Ou bien Isabella, sa mère ambitieuse et orgueilleuse, pour qui les vies humaines n'étaient que des pions sur l'échiquier du pouvoir. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Où se situe pour vous la frontière entre justice et vengeance? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Discutons ensemble de cette histoire complexe. Si elle vous a touché, fait réfléchir ou bouleversé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen de nous remercier et de soutenir le développement de la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. De nombreuses autres histoires, tout aussi fortes et nuancées, vous attendent ici, et nous les vivrons ensemble. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et ouvrez toujours les yeux sur ce qui vous entoure. À très bientôt.